Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Salut Riette. Wow, Clark Kent, mec. Oh, tu sais quoi, Clark? Ça fait 6 ans que je vis dans la forêt. J'ai quitté Metropolis pour retourner à la nature. Roots Babylon Raga System, mec. Et là, je te retrouve, mais c'est le destin. Moi, j'ai vécu de champignons et d'air frais. Et maintenant, je reviens et je te vois. Toi, ça va? Les enfants, la famille? Ah ouais, super. Super, ça. Super, man. Bouya, signé le bouillard. Et bouya à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Outcast, votre podcast francophone bimensuel sur l'univers des comics. Nous allons traiter dans 7h30 d'émission, et je dis bien oui, 7h30 d'émission, et pas comme dans Whisperos où l'heure et demie dépasse largement et allègrement les 3 heures. Nous allons parler de 3 comics récents lors de 3 reviews, d'un focus sur un gros événement comics de ce début d'année, et un hors-les-bulles sur une série DC qui n'arrête pas de faire parler d'elle. Bref, de l'actu. Et bien sûr, pour nous parler de tout ça, je suis entouré par une équipe de fringants chroniqueurs. Oui, fringants absolument. Dans le coin gauche, un champion du rébut, un vétéran de la rime et du bon mot. Près de 150 émissions à son actif et 100 victoires par KO de rire, j'ai nommé Ben the Rigoleur Renaud. Ouais, de l'entrain. Ah ouais. Comment tu vas, Ben? Ça va? De l'anthrax. Écoutez, ça va bien, ça va très bien. 150 émissions, ah ouais, t'as compté. Non, j'ai pas compté, j'ai dit au pif complètement. Est-ce que tu lis, tu écoutes quelque chose, tu regardes quelque chose? Écoutez, je viens de déménager, donc tous mes comics sont dans mes cartons, mais ça ne m'empêche pas d'avoir acheté, par exemple, le comics qui s'appelle en fait, c'est Berserker, mais il n'y a pas les voyelles, c'est le comics... entre autres créé par Kenny Reeves. D'accord. Écoutez, je l'ai acheté, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bourrin. Il y a du Raphaël Grampa sur la couverture, donc voilà, c'est ma dernière acquisition. Je n'ai pas encore goûté, mais voilà, je vais me remettre petit à petit aux comics. Et j'ai aussi acheté Jonah de Chris Samney, un petit enfant sauvage dans la forêt. Voilà, écoutez, oui, ça a l'air très bien. Ça a l'air super, donc voilà, que de la bonne qualité, mais je n'ai pas pris le temps encore. Et de quoi tu vas nous parler? Eh bien, je vais vous parler de punk, d'adolescents, de maisons hantées, de fantômes, de monstres et de solitude. Beaucoup de choses, quoi. Ouais. Dans le coin opposé, le retour de l'enfant prodige, l'homme qui aura entendu la première blague d'intro, il paraît, et qui maîtrise la narration synchronisée avec un record du 300 lignes brasses coulées sans ponctuation. J'ai nommé le grand Ri, the narrateur Yet. Enfin, ou Riette, comme on veut. Oh. Comment vas-tu? Comme tu y vas. Bien, ça va très bien. Merci Kétrus pour cette intro fabuleuse. Bah ça va, c'est cool d'être avec les copains et de revenir aux sources. Bah ouais, moi je suis honoré, c'est ma première émission avec toi. J'ai l'impression de faire ça avec une légende. On dirait crossover presque. Si tu me dédicaceras... tu vas pas être trop déçu, je vais tout donner. D'accord. Et est-ce que tu as des recommandations en ce moment? De séries, de livres? En ce moment, qu'est-ce que je lis? Bah, je lis l'alphabet dans les lettres du potage de mon fils. D'accord. Je lis la divination astrale dans les entrailles des chats, mais sinon pas grand-chose. J'ai pas le temps de lire beaucoup de trucs. J'ai rushé tous mes comics pour l'émission. Donc peu de temps, mais beaucoup d'entrain. Ne dévoile pas les secrets de fabrication. Et si, je regarde Superman et Lois et je suis bien content de m'y être mis et on en parlera. Ah, ça serait bien qu'on en parle dans cette émission. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter comme revue? Moi, je vais vous présenter des japanaiseries. Un monsieur très grand qui vient de l'espace et qui se bat contre des kaiju. Je vous présente The Rise of Ultraman. Très bien, merci Grégo. Dans un autre coin encore opposé, le challenger de la review. Il est passé de la catégorie Meeple poids plume et n'a pas hésité à enfiler sa barbe de lumière pour cette joute verbale. Il est le détenteur du record de gentillesse sur Twitch. Si, je vous assure, allez le voir. Voici le ludique Théo the Concepteur Rivière. Oh là là, mais c'était tellement gentil comme introduction. C'est toi le plus gentil des gentils. Mais oui, mais t'es gentil aussi, alors on a envie d'être gentil. Mais non, c'est toi. Incroyable. Tu vas bien? Écoute, je suis extrêmement fatigué là. C'est ma semaine de. Ouais, tout ce moment où tu dis ouais, on fait ça dans 3 semaines parce que tout va bien. Je pourrais faire un épisode de Comics Outcast. J'aurais fini mes deadlines. Puis tu te remets plein de deadlines en même temps. Et bah c'est ma semaine de cette semaine. Mais ça va quand même.
Ma semaine de cette semaine, pas mal, j'aime beaucoup l'expression. Du coup, est-ce que tu as quand même un petit peu le temps de lire, peut-être de jouer à des jeux que tu nous recommanderais? Ouais, toujours, je prends ce temps-là, il est important. Donc, en livre, ça faisait assez longtemps que j'avais pas lu un livre avec pas des images dedans, genre un roman. Et en ce moment, je lis La bibliothèque de Montchar de Scott Hawkins, un bouquin qu'on m'a conseillé en me disant lis ça, c'est bien, et puis je savais rien d'autre. Et je vous le conseille sans rien vous dire de plus, mais c'est plutôt chouette. Et en comics, j'ai plutôt lu des vieilleries parce que j'ai récupéré l'intégrale de Swamp Thing, le premier run des années 70. Et donc j'ai découvert ça avec 50 ans de retard. Et j'ai lu ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Le temps où Alan Moore avait toute sa tête. Allez, boum, pavé dans la mare. Boum, voilà, ça commence direct, ça dénonce. Et quelle sera ta review? Eh bien, écoute, moi je vais parler en tant que seule personne sans enfant de cette émission, je vais parler de parentalité, de banlieue et un peu de fantômes et de démons aussi quand même. Ah, encore des fantômes et des démons, parfait. Ben merci. Et bien sûr, ne pas oublier à la régie, l'homme sans qui tout ça ne serait pas possible, l'ubiquitaire réalisateur qui s'occupe ce soir de notre émission, d'une émission Twitch et qui visionne de son 3e œil une cérémonie prestigieuse dans laquelle il a gagné un prix, spoiler alert, bravo. J'ai nommé Adrien partout à la fois Larousé, qui peut pas nous répondre mais qui a peut-être un jingle ou quelque chose. Tu es là, Adrien. Voilà, parfait. Le mec, c'est Bumblebee, quoi. C'est ça. Et juste avant de passer aux revues, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire au Discord du vaisseau Hypersensas. Ouais. Et oui, parce que le 17 mars 2020, on ouvrait le Discord pour les auditeurs et on n'a rien à regretter. Car franchement, je l'ai déjà dit dans plein de podcasts, mais on a la meilleure communauté du monde. Elle est fantastique. Et même du coup, pour fêter ça, nos chers patronautes Discordeurs, Discordeuses ont préparé un quiz de culture générale sur Discord, sur le Discord du VHS, justement. Donc je vais distiller quelques petites questions au fur et à mesure de l'émission et on fera un bonus complet pour les patronautes. Donnez de l'argent en fin d'émission et comme ça vous aurez la suite des questions. Une toute petite, peut-être facile. Alors je sais Théo et Riette, ça va être un peu plus dur pour vous parce que vous êtes arrivés un peu moins longtemps. C'est ça aussi. Et puis parce que Benjamin répondra avant vous très rapidement. Je vais pas crier. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Donc une petite facile pour vous donner le ton. Comment s'appelle le chat audio du Discord sur lequel Adrien stream de la musique pour le plus grand plaisir des auditeurs du VHS? Radio Z2E. Exactement. Qui a fait la Eh poule? bien, Adrien, si tu m'entends, C'est moi-même. Comics Outcast 163, c'est parti. Eh bien, dans cette partie, nous allons avoir 3 reviews. Les reviews, en fait, le principe, c'est simple. On prend 3 issues d'un comics normalement récent, mais des fois, il y a des exceptions, mais en tout cas, qui est sorti normalement il y a moins d'1 an. Chacun les lit, un des chroniqueurs nous les présente et on discute dessus. On va commencer tout de suite par Ben, avec Optic Pilots. Oui. Tu es prêt? C'est bon. Sorti chez Image Comics en décembre 2020. Écrit par Dan Waters et dessiné par Kaspar Wingard. Tu m'aideras peut-être à le je pense à le qu'on dit prononcer. Wingard, simplement, mais je suis pas sûr. J'en sais rien. Wingard, Pas- voilà. Ouais. Et il y a déjà 4 issues de sortie. Je te donne la parole. Absolument, c'est une série continue. Je l'ai choisi parce que les couvertures sont magnifiques. Ça reflète l'intérieur et donc ça c'est plutôt un bon point. Je reparlerai des couleurs un peu plus tard, mais c'est un peu ce qui m'a mis une mini claque et qui me fait ouvrir ce comics qui est très 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 joli. T'as parlé des auteurs, des auteurs et artistes. Dan Waters, on l'a déjà chroniqué sur Coffin Bound. Et Kaspar Wingard, on va dire ça comme ça, il a travaillé sur Dr. Arfa qu'on a chroniqué aussi dans cette émission, et tous les deux ont déjà fait équipe, c'est des poteaux, sur un comics qui s'appelle Limbo, que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire maintenant que j'ai lu Homesick Pilots. Et donc voilà, donc c'est effectivement il y en a 4 qui sont sortis, on va s'arrêter sur les 3 premières et même je vais pas vous pitcher très très loin parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont cool de découvrir par soi-même et de pas trop se faire spoiler. Quel est le pitch de ce comics? Nous sommes aux USA, je pense qu'on est sur un état comme par exemple la Californie ou la Floride, un truc où il fait un peu chaud et c'est au bord de l'eau, quoi. Milieu des années 90, et
on ouvre ce comics par la narratrice, qui va être donc, du coup la protagoniste qui s'appelle Amy, qui nous dit que elle ne peut pas bouger, qu'elle ne sait pas où elle est, elle sent les objets autour d'elle qui l'appellent et sur lesquels elle a du pouvoir, et que d'un coup ils vont tous s'animer de concert et se mettre à bouger. C'est très cryptique ce que je vous dis, mais quand vous lisez ces mots, vous regardez des morceaux de maison qui vont former, et donc c'est déjà le premier truc un peu waouh du comics, qui vont former un genre de méca en forme de maison, ou plutôt une maison qui devient un méca et qui va défoncer le quartier. Quand j'ai lu ça au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Déjà un méca maison, c'était la première fois que j'en voyais un, et je veux absolument lire ce truc puisque au milieu de cette espèce de maison robot, on va dire ça comme ça, il y a cette jeune femme qui est toute brillante, tel un fantôme. Et d'un coup ça cut et on ne sait pas ce qui se passe. Ça cut dans un flashback où cette jeune femme est en compagnie de ses deux amis Buzz et Rip, et ils sont à un concert de punk rock. Ils se font chier, ils trouvent que le groupe qui joue sont nuls parce que c'est un petit peu leur groupe rival, et qui s'appelle les Nuclear Bastards, toujours des noms bien fleuris, et ils se disent que c'est de la merde. Eux aussi ils ont envie d'être célèbres et tout, il faut qu'ils marquent le coup, et peut-être que vu que les Nuclear Bastards ont un petit peu la fame parce qu'ils jouent dans des bowling désaffectés, eux ils vont essayer de monter la barre plus haut et ils vont faire possiblement un concert dans la fameuse maison hantée de la ville qui s'appelle la Old James House. Il y a beaucoup de rumeurs sur cette maison, comme quoi il y aurait eu un jeune qui serait rentré dedans, qui serait jamais ressorti, ou en tout cas qui serait ressorti beaucoup plus tard, complètement affamé, complètement amaigri, et qui serait mort d'épuisement. Et on aurait retrouvé des traces d'ongles un peu partout dans la maison, comme s'il essayait d'en sortir, mais que la maison l'en empêchait. Donc on a tout de suite le pitch qui est posé il y a une fameuse maison qui fait flipper tout le monde, et ça serait trop cool de faire un concert de punk dedans. S'ensuit une descente de flics dans ce bowling désaffecté, puisque personne n'a le droit d'être là évidemment, puisque c'est punk quoi. Je fais les cornes avec mes doigts mais vous me voyez pas. Et en gros ils échappent à la police. Et c'est là qu'on voit que c'est des jeunes un petit peu perdus, un petit peu en déroute, pas parce qu'ils écoutent du punk rock, mais parce que voilà, ils ont l'air un peu écorchés, ils racontent un petit peu leur passé. On sait qu'il y en a un qui est orphelin, ou même plusieurs d'ailleurs. Amy, elle se trimballe une sale réputation, comme quoi elle aurait tué sa mère, ou en tout cas que la mort de sa mère elle en serait responsable. Donc là on apprend que du coup elle est orpheline elle aussi, qu'elle en a souffert, qu'elle a été de maison en maison. Et donc voilà, on se rend compte que ces jeunes-là sont un peu des écorchés vifs, que c'est des incompris, et que ils sont un peu paumés, et que voilà, ils ont juste envie d'être célèbres pour vivre la grande vie et puis pas se poser de questions. Et donc ils rencontrent ils rencontrent leur bande rivale qui est en train de faire le concert. Grosse baston. J'essaye de pas spoiler. Va s'en suivre de cette baston Amy qui va un peu partir et faire un peu la gueule parce que voilà, elle en a gros sur la patate, et elle va décider d'aller dans cette maison toute seule, un peu soit en reconnaissance pour un concert, soit juste parce qu'elle a envie de se faire un peu peur. Et quand elle va rentrer dans cette maison, elle va sentir que la maison l'appelle, que tout ce qu'elle avait pu vivre de désagréable avant va s'envoler, et qu'elle, finalement, après tant d'années, elle ne se sent plus seule. Et au moment où elle dit ça, la maison qui est complètement abandonnée, complètement plongée dans la pénombre, s'allume avec une lumière un petit peu fantastique. Et je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il ne faut pas trop spoiler ce qui va s'en suivre, même si on va pouvoir un petit peu développer les thèmes juste après. Donc voilà, je trouve que ce comics, c'est un habile mélange entre une histoire un petit peu très personnelle, très un peu sociale même, sur des jeunes, sur des adolescents qui galèrent dans la vie, qui ont perdu un petit peu leur direction, et qui voilà, ils ont que des merdes, personne les respecte, ils ont pas de famille. C'est pour ça que dans le titre Homesick Pilots, donc je l'ai pas dit, mais c'est le nom de leur groupe de punk. Le mot maison, en fait, le mot home, il est très très important. Enfin, plutôt même on pourrait le traduire par foyer en français. Il est très très important parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils sont juste à la recherche d'une famille. Ils sont tous les trois, ils forment une bande, mais en fait, c'est comme une mini-famille parce qu'ils ont personne d'autre. Et voilà, ça va être la quête un petit peu de trouver un petit peu un groupe auquel s'identifier, une famille, une maison, un foyer.
Et peut-être que ce foyer, c'est cette maison hantée qui est repoussante, mais qui a peut-être la réponse à tous les mots MAUX d'Amy et de ses potes. Et puis avant de parler un petit peu, de développer les thèmes et même de parler de l'artistique, je voulais peut-être avoir l'avis de mes camarades. Je voudrais juste te poser une petite question avant. Dis-moi. T'as l'air assez touché quand même par le Complètement. par le récit quand t'en parles. Ouais. Et du coup, c'est plutôt adressé à des adolescents et des adultes? Non, adolescents, je pense pas. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas le lire, mais je pense que pour vraiment apprécier le discours et toutes les aspérités qu'il va y avoir, je pense qu'il faut avoir été adolescent. Donc, si t'as un jeune de 15 ans qui le lit, bon, à moins qu'il en ait chié, tu vois, je suis pas sûr que ça ait autant d'impact que quand t'as au moins la vingtaine et que t'as ton adolescence derrière toi. Après, si t'as eu une adolescence parfaite, peut-être que tu t'identifieras pas, mais il y a quand même des problématiques universelles, c'est juste qu'eux ils sont complètement paumés. Après, je pense qu'il y a aussi un côté dont j'ai pas trop parlé parce que je voulais pas spoiler, mais il y a un côté très, très pulp, parce qu'il va y avoir du fantastique, évidemment. J'ai parlé d'une maison hantée, il va y avoir des monstres, il va y avoir des fantômes, et il va y avoir un bestiaire surtout vraiment exceptionnel. J'en parlerai pour le graphisme. Donc en fait, ça peut être un comics. Allez, on va dire ça d'action, pour faire ça grossièrement, un comics pulp un petit peu d'action et fantastique, mais du coup je pense que si t'es trop jeune, tu vas passer à côté du discours sur l'adolescence, la solitude, les galères de jeunesse, etc., quoi, puisque tu les auras pas forcément vécues, ou en tout cas que tu les auras pas touchés du doigt. Donc voilà, mais c'est pas spécialement gore. Enfin si, c'est un peu gore, mais ouais, si, c'est quand même un peu gore. Donc non, on va dire 15 ans minimum. Je vais pas faire une Black Science Gate. Voilà. Ok, merci. Théo, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, Ben a dit déjà plein de très belles choses et je le rejoins sur pas mal de points. J'ai hâte qu'on parle un peu du visuel parce qu'effectivement ce bestiaire est absolument sans rien vous... Je te laisserai en parler certainement plus en détail. Non, vas-y si tu veux. Mais le bestiaire est exceptionnel, quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des trucs aussi enthousiasmants, dans le sens où j'ai pas trouvé ça déroutant dans le sens où je me suis dit c'est vraiment chelou, je comprends pas ce que ça veut exprimer, mais c'était vraiment très frais. En tout cas, il y avait un vrai truc de ce bestiaire, il est consistant, il fonctionne très très bien, et en même temps il est très très original. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Sur la narration, j'ai été aussi assez touché par le truc. C'est assez brillamment écrit, ça se déroule très très bien. Il y a un vrai truc assez bien géré aussi sur le rythme aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment à la fin de la première issue, j'étais vraiment genre je veux la suite tout de suite en fait. Là maintenant j'ai pas le choix en fait. Je lis tout de suite la deuxième issue parce que je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Et j'avais vraiment ce feeling qui est pas facile en plus dans une histoire qui est très très légèrement horrifique, ça fait pas très peur, mais on parle quand même de maison hantée, donc forcément ça rejoint un peu ces thèmes là. Il y avait vraiment le côté de j'ai envie de tourner la page suivante et en même temps j'appréhende un peu ce qu'il va y avoir derrière, ce qui était vraiment très très fort. Donc je te rejoins parfaitement, j'ai été extrêmement enthousiasmé et j'ai hâte de lire la suite pour le coup. Je suis bien content. Et toi, Riette? Je vais me joindre au reste de l'équipe, honnêtement, vraiment hypé par ce truc. Homesick Pilot, c'est on va tous revenir sur l'aspect visuel qui est une indéniable réussite. La colo est juste ma boule. Alors que c'est des codes couleurs qui reviennent dans beaucoup de BD modernes, mais ça a été exploité avec finesse, mais on en reviendra. Je laisserai Ben mais allez-y, si vous voulez. En parler. Non, c'est chacun, il n'y a pas de problème. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé en tant qu'auteur avec des triples guillemets, c'est la narration qui est vraiment excellente. Très rythmé, le découpage est fantastique aussi. Pour un truc qui est quand même relativement statique et intérieur, je trouve ça extrêmement dynamique. C'est pas tant qu'il y ait énormément de combats, mais par contre, les dilemmes internes et ce qui se passe, même les micro-actions, sont ultra dynamiques, te projettent vraiment dans le récit instantanément. Moi, dès l'attaque de la maison fantôme, je me suis dit, putain, je suis en train de lire un truc de fou. Mm-hmm. Et à la fin du premier tome, tu te dis, comme Théo, je veux lire la suite. Et t'as le sentiment de lire une nouvelle de King qui s'est réapproprié un peu le concept de la maison fantôme. Tu sens que tu te dis que t'avais fait le tour de toute la maison fantôme, des fantômes pirates, des pirates fantômes. Non, là c'est vraiment autre chose. On est parti dans quelque chose une fusion de genres. Mecha fantôme par exemple, j'ai trouvé ça assez audacieux et je trouve ça très cool. Donc, en fait, ce qui est assez
habile, c'est que le thème, évidemment, comme l'a dit Riette, le thème des fantômes ou même du fantastique, il a cité King, c'était une très bonne ref. C'est toujours un outil, un prisme pour parler en général des jeunes. Stephen King, c'est plutôt ça. Et là, en fait, c'est vraiment ça. Il s'est dit, d'ailleurs, l'auteur dit ça à un moment dans une interview, je sais plus trop où. Il dit que pour lui, la maison, en fait, cette maison, en tout cas, qui a dans ce comics, c'est comme une tête, c'est comme un esprit, un mental qui renferme en fait des fantômes, des maux, des blessures, des souvenirs, tout ce qui peut, des traumas même on peut dire. Et à l'image de cette maison, parce qu'on n'a pas trop développé ce truc là pour essayer de pas trop spoiler, mais c'est dans Maison hantée, on comprend ce que ça veut dire. Cette maison renferme tout un tas d'entités, en tout cas qui sont des gens qui viennent de gens qui ont souffert, ou en tout cas qui viennent d'accidents, de meurtres, de crimes, de choses comme ça. Et en fait, c'est un peu une analogie alors des jeunes en général de ce comics, mais c'est vrai que Amy, c'est la protagoniste, qui elle a beaucoup de traumas en elle et qui doit apprendre un petit peu à vivre avec ça, ou en tout cas à s'en affranchir pour avancer dans la vie. Et en parallèle à ça, dans l'histoire, Amy qui va rentrer dans cette maison va être confrontée à ces entités, et en tout cas à la maison elle-même, et va en quelque sorte devoir travailler avec pour essayer d'avancer. Donc en fait, il y a vraiment le parallèle, il est vraiment au premier degré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un parallèle au propre commun figuré. Et je l'ai pas trop dit, mais c'est vrai que du coup, elle va se lancer dans une espèce de quête où elle va chercher des artefacts, donc c'est là que ça devient très aventure et très, très pulp. Et ça, c'est intéressant. Et quand elle va le faire, elle va pas se transformer, mais du coup, elle va changer d'apparence. Et c'est vrai que son apparence est un petit peu plus légère, elle est habillée en blanc, elle a les cheveux blancs, alors que à la ville elle est plutôt un peu de darkos, tu vois, elle a les cheveux un peu noirs, avec des grolles et puis du maquillage et des ongles noirs, tu vois. Et du coup il y a ce contraste aussi graphique, sans même parler de la qualité du trait et de la couleur. Il y a cette logique dans la palette qui se dit que voilà, quand elle essaye d'avancer, elle a une forme un peu plus légère, et en tout cas plus, comment on appelle ça, plus solaire, et puis quand elle est dans la vie normale, elle est un petit peu plus taciturne, donc c'est assez habile. Et voilà, on l'a tous dit, visuellement c'est taré. Moi ça me fait penser un petit peu à Jen Bartel, mais sans le truc j'adore Jen Bartel, génie, mais c'est vrai je trouve que des fois c'est un petit peu trop lisse, un petit peu trop parfait, et là son trait il est un petit peu moins, et puis c'est dans la colorisation aussi, un petit peu plus pas maladroit, mais un petit peu plus brouillon, un petit peu plus naturel, on va dire ça comme ça. Et puis effectivement, comme l'a dit Théo, le bestiaire, parce qu'il va y avoir toutes sortes de créatures. Tu l'as très bien dit, Théo, en fait j'ai dit waouh, parce que c'est original, avec tout ce qu'on peut lire, avec tout ce qu'on peut voir au cinéma, etc. En termes de design de monstres et de créatures, il y a des trucs où tu dis mais putain, mais pourquoi personne n'a jamais fait, tellement c'est intelligent et magnifique, quoi. Donc ça, je vous le spoile pas, et vraiment j'ai trouvé ça vraiment super. Et il y a une logique derrière, c'est pas juste des monstres, ah ok cool, il a des piquants parce que c'est beau, et s'il a des piquants, il y a une raison, et ça je trouve ça mortel. Donc voilà, moi c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je vais continuer à lire parce que c'est ongoing, j'ai été jusqu'à la 4e, et parce que c'est la dernière qui est sortie actuellement. Et voilà, je pense que j'achèterai les issues, j'achèterai le TPB parce que je vais pas pouvoir attendre, et je vous le conseille vraiment parce que c'est fabuleux. Ben, merci Ben, ça donne vraiment, ça donne super envie, quoi. Je crois que je vais me ruer dessus après. Donc c'était Homesick Pilot chez Image Comics. Absolument. On va passer à la revue numéro 2 avec Théo qui va nous présenter Scaren's Hood, sorti en novembre de l'année dernière chez IDW Publishing, et écrit et dessiné par Nick Roche. Vas-y Théo. Ouais, Nick Roche que je ne connaissais pas, mais qui a officié beaucoup sur Transformers, qui est une série que je n'ai pas lue, et qui est irlandais d'origine, qui va avoir son importance puisque notre histoire se passe en Irlande, en banlieue. Le set est décrit par l'auteur lui-même comme un Irish set suburban folk horror, et on a vraiment cette dimension, tous les mots vont être importants, ça se passe en Irlande, ça se passe en banlieue, il y a un peu de culture folk et il y a vraiment un truc d'horreur derrière. Pareil, c'est une histoire qui est un peu difficile à décrire, donc je vais vous décrire assez peu de choses pour pas trop vous spoiler. C'est aussi un truc qui joue pas mal sur le mystère, mais si je devais vous résumer rapidement cette histoire, on va suivre un père de famille qui vient de s'installer dans une banlieue de ville d'Irlande. Il est seul avec sa fille qui est une enfant.
on a la présence de la mère en sous-texte, mais on la voit pas en tout cas dans l'histoire. Et il doit amener sa fille à l'école, il doit gérer le boulot, les deadlines, les trucs habituels de père célibataire et de gestion de famille un peu compliqués. Et il amène sa fille à l'école maternelle où il découvre aussi les joies de sympathiser avec les autres parents, de discuter un peu et d'arriver dans une nouvelle ville. Et je m'arrêterai vraiment pas loin après ça pour pas vous spoiler trop, la partie un peu horreur qui va arriver, ou pendant un voyage scolaire où l'ensemble des parents, sauf nos 4 protagonistes, se sont portés volontaires pour accompagner les bambins au zoo. Ils se retrouvent à 4 devant l'école, à être les seuls à avoir passé leur tour dans l'idée de passer une charmante journée à observer des girafes et des éléphants avec un nombre d'enfants de maternelle bien trop important pour leur santé mentale. Ils en arrivent à discuter un peu de « Ah, mais quand même, vous savez, il y a des légendes sur cette école, il s'est passé des choses, il faut qu'on en discute un peu. » Et dans le lot, on a un des pères de famille, Flino, qui est vraiment le cliché du complotiste. « Ah, mais j'ai lu sur Internet que vous saviez que Bono, en fait, c'était l'inventeur de... » plein de choses d'ailleurs, pareil, je vous spoil pas. Et il décide d'aller explorer un peu plus en détail l'école, une pièce particulière de l'école qui cache un lourd secret et qui va avoir un impact de type plutôt fantastique également. Il va leur arriver derrière des choses. Je m'arrête là pour vraiment rien vous raconter. C'est, je pense, une histoire qui s'apprécie aussi par les surprises qu'elle peut dévoiler au fur et à mesure. Mais vraiment, ça va jouer derrière sur un peu cette dualité constante entre cette petite vie de famille, des familles un peu particulières, un peu brisées dans leurs histoires régulièrement un peu complexes, et en même temps cette dimension fantastique, légèrement chasse aux fantômes, chasse aux démons, de qu'est-ce qui se passe et comment on gère ça, avec vraiment un enjeu qui est important et qui est toujours un peu là de est-ce que mon rôle à moi en tant que personnage, je me mets à la place du perso à 100%, est-ce que c'est la protection et la gestion de ma fille et par ça surtout dans les tâches quotidiennes, dans ce qui se passe, de l'accompagner, ou est-ce que le mystère est plus important et le danger lié à ce mystère est plus important et est-ce que je dois réussir à le résoudre. Donc on est vraiment sur cette gestion-là de ma vie de famille contre mon côté chasseur de démons et de fantômes, même si tout le monde est un peu là dépité. On n'est pas sur des super-héros qui décident d'affronter un truc plus fort qu'eux. C'est vraiment des personnages qui sont là dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus plu. On est vraiment sur cette dimension de... c'est un peu une histoire de fantômes-démons, mais... et je vais mettre des guillemets que vous n'allez pas voir parce que je suis devant un micro, mais un peu pour... merci. Un peu pour de vrai. Et il y a vraiment ce truc de... C'est assez réaliste dans le traitement et dans la gestion des personnages, je trouve, par rapport à l'horreur et à l'angoisse qui peut se passer autour d'eux. Et notamment vachement, et je parle de ça alors que je suis pas père moi-même, mais vachement sur l'horreur et l'angoisse liée à qu'est-ce qui peut arriver à ma fille ou à mon fils, à mes enfants, et comment est-ce que je gère ça. C'est aussi, il faut le noter, souvent drôle. Ça fait longtemps que j'avais pas pouffé tout seul devant une page de comics, une excellente blague dans une très très belle planche d'ouverture de l'école maternelle avec tous les enfants qui sortent en même temps en criant maman. Elle est horrible cette planche. Et un gamin qui dit aujourd'hui papa j'ai fait caca 2 fois mais on en a retrouvé qu'un seul. Qui m'a beaucoup plu. Et régulièrement c'est assez, j'allais dire assez fin, mais ça va pas trop avec cette blague, mais c'est assez drôle. Pour le coup, c'est aussi régulièrement vraiment très très touchant, notamment sur cette relation familiale brisée et puis sur la gestion du père face à ses obligations, mais en même temps son envie de donner beaucoup de choses à sa petite fille. Et avant que je parle, pareil, un peu plus du graphisme, le seul reproche que j'ai pu faire sur lequel moi je m'attendais pas, j'ai pas trouvé ça très effrayant. Ça m'a pas pris aux tripes, j'ai pas eu trop peur à la lecture. Là où je m'attendais à une histoire peut-être un peu plus flippante à ce niveau-là. C'est une angoisse un peu... alors peut-être, et j'ai hâte d'avoir votre avis à vous deux parce que forcément votre relation va être différente, mais c'est presque
de la vraie peur, dans le sens où on a plus peur pour les personnages et notamment pour les enfants que de l'angoisse où j'ai peur et je me dis oh là là, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas été effrayé de cette manière-là. Du coup, je vais peut-être te pousser un peu à parler du graphisme avant les avis des autres chroniqueurs. Et il pousse quoi. Parce que le dessin est quand même très très doux. Alors, c'est pas cartoon, mais enfin tu vois très soft. Les couleurs aussi sont assez pétantes, en tout cas de ce que je vois dans les premières pages, etc. Et pourtant, c'est un comics qui parle d'anxiété, qui a l'air quand même assez horrifique. Est-ce que les dessins t'ont gêné là-dessus, à ce niveau-là, ou est-ce que justement ça n'a pas d'incidence, ou est-ce qu'ils arrivent à en jouer justement avec un contraste et un décalage ? Pas spécialement, ça m'a ni gêné ni... Je relis mes notes que j'ai notées dans mon petit carnet et je vois globalement j'ai écrit dessin ok, et c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'ai été régulièrement assez enthousiasmé par la colo de Chris O'Halloran où il y a régulièrement des jeux de couleurs qui arrivent justement à faire passer d'une ambiance à une autre assez rapidement et assez efficacement, notamment sur cette dualité vie parentale et puis événement fantomatique. Mais le dessin m'a pas spécialement parlé, il m'a pas déplu, et j'ai pas l'impression que ce côté un peu effectivement cartoon, faute de meilleurs mots, desservait le propos, mais il le servait pas spécialement non plus. Je l'ai vraiment senti comme s'il était juste là, quoi. C'était le dessin, il marchait, mais il m'a pas touché plus que ça pour le coup. Ok. Et du coup, Ben, t'en penses quoi, toi ? Pourquoi du dessin et du récit, bien sûr. Je sais pas. Non. En fait, le dessin, moi, c'est assez marrant parce que j'ai pas accroché. Pas parce que c'est moche ou quoi. C'est juste que j'arrive pas à savoir s'il y a un réel déséquilibre involontaire de l'artiste ou s'il y a un discours derrière, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est un style un peu cartoon qui va de pair un peu avec parce qu'en fait il a une fille, qui va de pair avec le côté un peu suburb, tu sais, le quartier, bon, même si c'est pas aux États-Unis, c'est en Irlande, mais le côté un petit peu banlieue pépère, où tout va bien, où tout le monde a des enfants et tout le monde est un peu doux. Mais j'ai trouvé que le personnage principal, donc comment il s'appelle, c'est pas Conrad, c'est Cormac. Cormac, merci. Cormac. Lui, il est très anguleux dans son traitement graphique. Il a c'est au-delà de genre, il a une mâchoire carrée, tu vois. C'est la façon dont il est dessiné, lui, je le trouve très agressif entre guillemets par rapport à, par exemple, la voisine avec qui il va sympathiser, qui est très arrondie, qui a les cheveux très ronds. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que certains personnages étaient plus agressifs graphiquement que d'autres. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Moi, Cormac et ses petites cornes, si tu regardes le design, on a l'impression que c'est une des cornes de taureau, peut-être pour dire qu'il est vraiment straightforward. Exactement. Non, mais peut-être, ça se trouve, il y a un truc comme ça. Après, effectivement, au-delà de ça, j'ai pas spécialement accroché, j'ai pas trouvé ça nul. Ça m'a peut-être qu'avec un graphisme qui me parle plus, un truc un petit peu plus torturé ou un truc un petit peu plus sec, ça aurait eu un autre discours. Et du coup, par rapport à ce que dit Théo, et je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai que c'est pas forcément un mauvais choix de design. Je voulais, en termes de scénario et d'écriture, je voulais saluer le titre, qui est à la fois un mot qui, donc je ne savais pas, j'ai dû le Google Trad, qui veut dire effarouchement Scarehood, mais qui est aussi, j'imagine, un jeu de mots entre parenthood, donc la parentalité, et scare, de effrayer, donc Scarehood. Donc je pense que c'est un jeu de mots. Et du coup, si ce que dit Théo est vrai, et j'aime à croire que c'est le cas, du coup c'est un titre génial, puisque c'est vraiment le mix entre un truc un peu fantastique qui fait flipper et la vraie vie qui fait flipper. Et voilà, je vais pas redire ce qu'il a dit parce que je suis assez d'accord. J'ai trouvé que c'était un petit peu... Enfin, ça m'a pas pris aux tripes, effectivement. Je parle même pas forcément du côté effrayant ou pas, c'est juste que je trouve que l'intention est bonne et que le discours, enfin le fait de dire ok, on va mettre en parallèle la peur de la parentalité, ou en tout cas les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux gamins, et puis un truc un peu fantastique, un peu flippant, mais ça m'a pas atteint plus que ça. Je sais pas si c'est parce que je suis plus très jeune père, ou est-ce qu'il faut être père ou pas, parce qu'au final Théo t'as quand même été atteint. Je sais pas, ça m'a pas transcendé. Je pense que c'est un bon comics, peut-être que j'étais pas assez dedans, ou peut-être que je me suis pas assez attaché au personnage parce que je les trouve pas spécialement sympathiques. Même le personnage principal, il aurait pu me faire un peu pitié, parce que c'est vrai qu'il a l'air tout le temps triste, il a tout le temps plein de boulot, sa femme on sait pas où elle est, et on peut imaginer le pire, mais voilà, je me suis pas spécialement attaché au personnage, donc peut-être que je continuerai pour voir où peut mener ce
ce défi de faire ce parallèle entre ces deux thèmes, mais ça m'a pas... C'est pas nul, mais ça m'a pas spécialement chamboulé, quoi. Un avis mitigé, quoi. D'ailleurs, Ouais, c'est ça. c'est un ongoing ou un... Non, c'est une mini-série en 4, je crois, ou en 5, je sais plus. j'ai En lu 4. 4 du coup, et c'est une mini-série un peu mensonge parce que c'est une mini-série où en 4 l'arc est terminé, mais ça ouvre sur potentiellement un deuxième arc, et donc je suis resté un tout petit peu sur ma fin quand même. Ok. Il reste clairement des trucs à délier après, parce que t'es sur un cliffhanger de bâtard. Là. Ouais. Ben, Riyad, continue du coup. Donne-nous ton avis sur ce comics. Tant que j'y suis, écoute, Scarlet Hood, c'était sympa, mais sans plus, si je dois résumer. Donc, on va synthétiser un peu la vie des deux camarades. Les thématiques sont sympas. Tu sens les intentions, comme disait Ben, mais ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, tu vois. Je lisais et j'avais du mal à m'impliquer. Je pense que ce que dit Ben est pas faux. Sur le coup ils sont un peu antipathiques, ces personnages. Et c'est pas antipathique pour te provoquer, pour te dire on peut pas... Enfin, on est les personnages de nos propres histoires dans la vraie vie. Et donc, on a des défauts et des qualités. Et la première chose que les autres vont voir, c'est pas forcément nos qualités. Et ces parents qui se retrouvent ensemble malgré eux, ils voient pas le meilleur les uns des autres. Donc peut-être que c'était ça le parti pris. Mais ça te fait un peu sortir du récit, je trouve. Il n'y a rien qui t'accroche, qui t'attache à ces personnages. Et aussi un côté un peu lourd, je trouve, sur la narration qui est pesante, avec énormément de texte, peu de dynamisme. Les pages sont vraiment blindées de texte. C'est vraiment... Ça se lit, c'est limite une visual novel, du coup. C'est plus du comics, c'est un roman graphique. Alors je sais pas si c'est branlos de parler de cette distinction, mais elle existe dans ma tête et je la définirais à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on raconte une histoire et on la met en image. C'est peut-être ça qui m'a sorti du truc où je venais de lire des choses beaucoup plus dynamiques et adaptées au format comics. Et donc l'esthétique de son côté cartoon, mais qui me rappelle par exemple Calvin et Hobbes, où le propos c'est être drôle en 4 cases, là ça marche. Parce que t'as 4 cases, là t'as 30 pages ou 20 pages d'affilée d'un truc qui se déroule assez lentement. Vraiment pas au début, t'as pas vraiment de carotte qui te tire, qui te pousse à tourner les pages. Et ça m'a pas trop mis dedans. Ensuite, encore, le thème de la maison hantée, moi, c'est un peu un kink à moi. Donc ça va toujours m'attraper. J'ai voulu lire la suite et je suis servi pour les curieux, aller jusqu'au bout. La maison, l'école, entre guillemets, est potentiellement hantée, voire même vraiment hantée. Et quand un roman comme King, comme encore King, je vais reciter King parce que pour moi, tu vois, c'est ce développement tout en détail et tout en finesse des personnages adultes qui sont en train de lutter avec leurs démons internes. Je suis un parent, il faut que je protège mon enfant, mais est-ce que je suis un parent suffisamment bon en m'occupant plus d'un mystère, blablabla. Et tout ça, c'est bien à l'écrit, mais visuellement, c'est trop lourd. Ça manque de dynamisme, donc ça m'a vraiment pas attrapé. Donc je me suis arrêté au 4e. Par curiosité, j'aimerais bien voir comment se déroule la suite, mais je pense pas que je pousserai beaucoup plus loin. Ce qui peut être intéressant, je pense, c'est que tout ce qu'on voit de fantastique ou d'horrifique, ce soit juste dans la tête des gens. Tu vois, par exemple, le père, on n'arrête pas de dire qu'en fait, il flippe autant de ce qui va arriver à sa fille que des fantômes, on va dire ça comme ça. Je trouverais ça intelligent que toutes les manifestations fantastiques qu'on voit, ce soit juste des manifestations de l'anxiété, comme tu disais, dans leur tête, ou que ça prenne vie d'une certaine manière, mais que ce soit vraiment directement lié et que ce soit pas juste deux chantiers en parallèle, quoi. Bon, à voir. Ensuite, comme tu disais, Théo, le folklore irlandais est développé. Ouais. Et il a tenu à exploiter cette ficelle-là. Et du coup, comme disait Théo, moi aussi j'y ai vachement cru, et puis finalement... C'est ça, nous ne le saurons jamais. Voilà, on va rien vous dire, mais effectivement, moi j'ai vachement cru. À un moment, j'ai été aussi séduit par cette idée de peut-être que c'est une manifestation de la dépression et que c'est ça qu'on va parler. Ouais. Mais ouais,
Voilà, vous voyez un peu ce qu'on veut dire, on va pas le dire jusqu'au bout, mais c'était un peu... Ça, c'est pas nous qui avons spoilé, c'est vous qui avez dit. Voilà. Mais sur le même sujet, juste parce que c'est... je crois que alors je suis déjà content, merci pour votre avis, parce que je me demandais si mon absence de parentalité pouvait m'avoir poussé à être un peu passé à côté de certaines thématiques. Ça m'a fait ça dernièrement dans Les Furtifs de Damasio, sur lequel j'épilogue pas, mais il y a un rapport à la parentalité qui est très importante dans le roman, et j'ai senti, pour en avoir reparlé avec mes potes darons et mes potes mères, par rapport à mon ressenti, on n'avait clairement pas le même. Mais sur des thématiques assez similaires et que j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant. Alors je sors des bulles aussi, mais il y a quand même un rapport assez tenu avec The Badabook de Jennifer Kent, excellent film d'horreur qui lui fait très très peur. J'ai dû allumer la lumière chez moi quand je l'ai regardé, mais que je vous recommande si la thématique peut vous intéresser, parce que j'ai trouvé ça un peu plus fin sur pas mal de petits enjeux qu'on retrouve dans Scare Untold. Ok. Et aussi, une dernière chose, sur le côté parentalité, c'est marrant qu'on ait tous des ressentis différents, parce que toi qui n'as pas d'enfant, tu t'es dit je suis sûr que ça tire une ficelle, et moi qui en ai un, de voir le monoparent galérer et prendre sur lui pour pas péter un câble et jeter son enfant par la fenêtre, et ben ça me rappelle trop le quotidien, tu vois, ça me sort aussi un peu de l'histoire. C'est excellent. Bon, donc du coup, bien mais pas top, quoi, pour résumer. Ouais, c'est ça, les différents avis. Ok, d'accord. Bon, ça a quand même piqué ma curiosité, ne serait-ce que pour faire de la catharsis sur l'anxiété parentale. Ouais. Donc c'était Scare Untold chez IDW Publishing. On va passer à la 3e review, The Rise of Ultraman, sorti en juillet 2020 chez Marvel. Alors, il y a plusieurs auteurs, Kyle Higgins et Matt Groom, et beaucoup d'artistes. Alors, j'en ai noté 4, mais tu me diras, ou 3. Francesco Mana, Michael Shaw et Guri Hiru. Voilà, Riette, c'est à toi. Eh ben écoute, nous sommes dans l'année 66. Un chasseur et son avion de chasse sont en train de survoler une zone au Japon. Et puis tout à coup, tous les appareils sont au rouge, les altimètres déconnent, plus rien ne va. Le truc est sur le point de se cracher et on découvre dans une grosse lumière rouge une silhouette gigantesque émerger, parler une langue étrange et extraterrestre, essayer de saisir le pilote et couper. 54 ans plus tard, on se retrouve à suivre Kiki Fuji, une jeune employée de on ne sait pas trop quoi, qui sort d'un taxi, rentre dans un gros immeuble, et puis elle traverse une fontaine holographique et descend pendant 70 étages dans un bâtiment militaire ultra sophistiqué qui vient du futur. Donc on est en 2020, tu te dis ça pue la base secrète militaire étrange, et en effet c'est le cas. Donc tout le monde a des uniformes, tout le monde a des armes étranges qui semblent venir du futur. L'organisation secrète s'appelle USP, je ne me souviens plus pourquoi USEP. En tout cas, notre jeune Kiki Fuji, eh bien c'est une membre de cette organisation-là, c'est une cadette, donc une jeune employée. Et donc elle se retrouve propulsée sur le terrain avec un senpai pour aller chercher quoi ? Des kaiju ? Ouais. Des petits monstres gentils ? Non, des, on va dire, modèles taille humaine kaiju qui foutent le bordel et qui tordent l'espace-temps autour d'eux, donc c'est comme ça qu'on les repère. Ils utilisent un rayon étrange qui les fait disparaître comme par magie, mais tout ça sans le mystère. On ne sait jamais comment ça fonctionne, la meuf elle-même, c'est pas trop la technologie qu'on utilise, comment ça se fait qu'on peut faire disparaître des choses comme ça par magie. Elle est secondée bientôt dans le reste du tome par un ami d'enfance qui lui n'a pas pu se joindre à l'organisation, mais qui fait aussi ses recherches de son côté. Et tous les deux, ils se retrouvent comme par accident, projetés contre une nouvelle rencontre extraterrestre, encore une de ces grandes lumières rouges, encore un de ces êtres gigantesques qui les menacent. Mais son ami d'enfance, en touchant la bestiole, entre en contact télépathique et coupé. Alors, c'est ça, Rise of Ultraman. C'est la rencontre entre un monde du comics et le monde du tokusatsu. Si vous ne savez pas ce que c'est un tokusatsu, c'est Godzilla. C'est Godzilla. C'est des mecs qui font semblant d'être des monstres dans des costumes pas chers, en latex, et qui cassent des villes avec leurs gros pieds, des maquettes en carton. Alors, dit comme ça, tu te demandes comment on peut transposer ça en comics, et voilà, c'est pour moi là que le bas blesse. Ça ne s'adapte pas en comics.
C'est dommage. Ils essaient vraiment de créer dans Rise of Ultraman un lore. Donc expliquer pourquoi il y a des kaiju, pourquoi il y a tout ça. D'ailleurs, elles reprennent les explications des séries Ultraman qui datent de 66 et qui continuent encore à nos jours. Je vous engage à regarder tous les tokusatsu de séries japonaises si vous pouvez les trouver. Notamment, il y en a une dernière qui a l'air vraiment chouette avec plein d'Ultraman qui se tapent dessus. Et donc, normalement, c'est des costumes en latex qui se plient, des gens qui font semblant de marcher au ralenti pour se mettre des patates. Et là, c'est très dynamique, très coloré, mais à la fois assez figé. T'as du mal un peu à sentir la lourdeur des personnages quand ils sont géants. C'est long à démarrer. Enfin, malgré tous les kinks, toutes mes alarmes se sont allumées quand on m'a dit Rise of Ultraman. Wow, un mec géant qui vient de l'espace et qui se bat au Japon contre des kaiju gigantesques. Ah, je prends. Et puis finalement, ça se révèle un peu poussif. Tu sens une sorte de coup marketing. Et puis quand tu cherches un peu, tu te dis, il y a peut-être anguille sous roche. Et comme c'est une mini-issue de 5 volumes, et tu te rends compte que sur les 5 volumes, il ne fait que présenter un univers. Et qu'est-ce qui sort cet été ? Eh bien, c'est Shin Ultraman. Un film avec, comment il s'appelle ? Hideaki Anno, le réalisateur d'Evangelion, qui est aux commandes d'un nouveau film Ultraman. Et je pense que, alors c'est peut-être ma mauvaise foi ou mon cynisme qui me fait dire ça, mais que ce truc, c'est une commande. Tu penses que c'est des Japonais. Un objet promotionnel, c'est ça ? Je pense que c'est un objet promotionnel. Ça sent un peu dans le format et dans les intentions que c'est un objet promotionnel, déguisé. Alors, il y a des trucs, on te fait miroiter des carottes, des complots à l'intérieur même de l'organisation. Est-ce que c'est des gentils, est-ce que c'est des méchants ? Et tout ça, ça finit par ne pas être développé. Et je trouve ça très dommage parce que t'as un univers extrêmement complet avec un lore ultra vaste. Ça fait 54 ans qu'il y a des séries Ultraman. Donc il y a des choses à faire, quoi. Et puis c'est pas vraiment exploité, je trouve. Alors est-ce que c'est parce que toi tu connais très bien l'univers d'Ultraman que tu as été déçu, mais est-ce que pour quelqu'un qui est un peu novice, ça peut être un bon début peut-être, qui ne lit que des comics par exemple et pas de manga? L'attrait en tant qu'objet comics, pareil, j'ai du mal à voir en fait. Tout est, les mystères qui sont créés, je les trouve un peu superficiels. Tu sens les ficelles et il n'y a pas de réel danger, les personnages sont pas en danger imminent. Il y a vraiment, au niveau des plots et des plot twists, il n'y a pas de trucs qui te font rester. C'est vraiment... Moi, je suis resté parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place, parce que j'aime le tokusatsu, parce que j'aime des extraterrestres gigantesques avec des têtes cheloues se foutre sur la gueule dans des villes dévastées. Qui n'aime pas ça. Et puis là, je suis resté un peu comme un flan. Plouf. J'adore le flan. Et moi aussi, j'adore le flan. C'est vrai que c'est bon. Terriblement mou. C'est terriblement mou. Et du coup, toi Théo, tu connaissais déjà Ultraman. Est-ce que ça t'a hypé? Est-ce que ça t'a donné envie de découvrir l'univers? Alors, pas spécialement aux deux questions. Je lis beaucoup de mangas, mais je suis pas forcément adepte de ce genre-là, donc j'ai vraiment pas les codes. Et Riet, je pense que tu as dit un truc qui résume assez bien ma pensée, c'est ils arrivent et puis on parle de l'organisation et évidemment il y a un truc un peu d'organisation secrète derrière. Et c'est un peu tout le temps ça. Il y a un côté un peu de évidemment c'est ça, et puis après il y a un petit mystère et évidemment c'est ça. Et j'ai trouvé ça assez énergiquement. Ouais, tout est téléphoné. Ouais, vraiment tout est cousu de fil blanc. Il y avait vraiment l'impression de se dire. J'étais pourtant assez hypé de découvrir un univers et justement un lore aussi riche, aussi chargé d'histoire. Le côté un peu kitsch des personnages et des kaiju me donnait vachement envie. Il y avait un truc assez chouette sur ça. Et pourtant, j'ai assez vite lâché. J'ai continué parce que j'espérais qu'à un moment, il y allait avoir un petit plot twist qu'elle allait me faire. Mais non, en fait, je me suis fait berner. Depuis le début, c'est volontairement très classique, mais c'est pour m'attraper mieux à la fin. Et peut-être que ça arrivera un jour, mais non, parce que tu le dis toi-même, c'est pas une longue série. Ça m'a. J'ai trouvé ça trop facile en fait, trop classique sur plein de développements. Ok. Et toi? C'est ça, c'est cousu de fil blanc. Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais vas-y, si tu. J'ai tout dit. D'accord. Je reste un peu. On aurait pu faire tellement de trucs cool, quoi. Mince.
Et toi Ben, alors t'as trouvé ça comment? Juste, je voudrais rassurer Riette qui a l'air très déçue que il y a un truc qui est sorti aujourd'hui même, j'avais pas vu la date, qui s'appelle The Trials of Ultraman, donc les procès d'Ultraman. Donc déjà il y a une suite, ça n'est pas fini. Je pense pas que Marvel se serait contenté d'un truc promotionnel. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas une suite est prévue. Je sais pas si c'est qualitatif, mais en tout cas c'est sorti aujourd'hui aux États-Unis. Je vais pas contredire ce qu'ont dit mes petits copains parce que je suis assez d'accord. Tout le côté organisation secrète, plot, enfin il y a pas vraiment il y a pas de surprise. Je pousserais même le truc en disant que c'est un peu trop cliché, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand c'est un peu cliché. Enfin tu vois, moi je suis fan de Michael Bay, tu veux, donc quand ça remplit quand ça coche toutes les cases de ce que je m'attends à voir dans un truc comme ça, je suis content. Mais je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que même si tu t'es dans le délire série japonaise où ils en font des caisses parce que ça marche. Je suis pas trop d'accord avec Julien quand il dit que ça marche pas en comics. Je pense pas que le problème ce soit la transposition en Occident. Je pense que c'est juste qu'en écriture et aussi en graphisme, ouais c'est trop. Les persos ils sont toujours en train de faire des pauses, mais c'est pas des pauses de super-héros. C'est quand ils parlent, ils utilisent leurs mains, c'est insupportable. Enfin moi ça m'a choqué. À chaque fois ils font vraiment c'est forcé. On a l'impression que c'est forcé. Alors c'est un style et peut-être que c'est honnête et que c'est sincère, tu vois, mais moi ça m'a sorti du truc où je me suis dit effectivement c'est trop. Le président, pas le président, le directeur du Shield là, enfin de la société secrète, il a évidemment ses lunettes avec les verres blancs parce qu'il faut pas qu'on voit ses yeux parce qu'il est méchant, tu vois. Dans le robot Shinji. Il y a des trucs qui marchent, il y a des codes comme ça qui fonctionnent, mais c'est vrai que dans l'ensemble tout ce qui touchait à la société secrète, pardon, comment on appelle ça, l'organisation secrète gouvernementale qui fight les kaiju, ça m'a pas intéressé. Même d'ailleurs j'ai été assez déçu que l'histoire elle commence avec Kiki et en fait elle est plus ou moins éclipsée après par l'homme qui va devenir Ultraman. Alors évidemment ça s'appelle Ultraman et pas Ultrawoman, mais bon, s'ils avaient mis une femme dans Ultraman, moi j'aurais été content. Par contre, ce qui m'a plu, et moi c'est ça que j'ai cherché assez rapidement dans ce comics, parce qu'effectivement comme l'a dit Julien, le côté pulp avec les kaiju en mousse, on l'a pas. Moi ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que c'est pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais moi c'est la relation entre Ultra, du coup je savais même pas que c'était ça et que c'est pour ça que ça s'appelait Ultraman parce que c'était la fusion entre l'Ultra et Hayata. Et ben cette relation elle est assez cool parce que ils sont obligés de fusionner d'une certaine manière s'ils veulent survivre, vu que Ultra il était endommagé, la fusion dont lui est l'architecte, bah elle est un peu pétée et du coup c'est pas parfait et du coup il y a des défauts, etc. Donc ça crée des contraintes d'action qui sont assez cool. Et puis Ultra il est un peu présenté comme sa race ou son espèce est présentée comme des gens très très avancés et très très sages, très très philosophes sur la nature des civilisations, de dire voilà, nous on vient vous aider quand on pense que vous n'êtes pas capable d'évoluer, donc en fait voilà, ils sont assez sages et en face à lui il y a un humain imparfait qui va lui apprendre qu'en fait tout n'est pas binaire et je trouve ça vraiment intéressant cette relation. Alors je sais pas si ça va être poussé parce que c'est le truc cool du comics. Ouais, c'est ça. C'est le truc en fait qui fait le sel des séries aussi tokusatsu qui sortent chaque année au Japon. C'est ça, donc ça rejoint ce que j'allais dire à la fin, c'est qu'en fait ça m'a donné envie de regarder les tokusatsu de ouf et puis voilà. Donc voilà, ouais, c'est cette relation qui m'a plu. Après en termes d'action, c'est pas taré, mais je suis assez content de voir les kaiju parce que je pense qu'ils ont repris des designs existants des séries depuis 40 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant voilà, j'en attends pas grand chose effectivement. Je voulais qu'il y ait un peu de baston. Il y en a un petit peu et je voulais qu'il y ait cette relation un peu rigolote et qu'il y ait des kaiju qui ont des bonnes gueules. Il y a tout ça, mais c'est vrai que c'est pas taré. Enfin, tout le côté complot et agence secrète là, on s'en fout un peu quoi. Alors que je pense que dans la série c'est peut-être important, ça peut être intéressant, un peu comme le Shield. Mais là c'est un peu raté. Donc voilà. Ok. Donc plutôt passer votre chemin sur ce récit, mais aller voir les récits originaux. Ouais, après pardon. S'il y a des grosses bastons avec des coups de poing dans des kaiju, je prends quand même. Hein. Faut voir, à voir. Mais peut-être que j'achèterai pas le TPB, quoi. J'achèterai peut-être. Mais tu vois pas les limites du costume qui se déforment et les bouts de carton quand un immeuble s'écrase. Ah, mais voilà, c'est trop propre. Cool. Okay, ouais. Après, tu vois, ce qui est cool aussi, c'est que ça veut dire que Ultraman, il est dans l'univers de Marvel, donc il peut très bien teamer avec Conan s'il en a envie, tu vois. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oh. Oui, bah ça après. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Je sais pas. Tout me va. Ouais, ça peut en enthousiasmer certains, c'est sûr. Ok.
Merci Riette. Donc c'était The Rise of Ultraman. Donc les 5 issues sont sortis apparemment, c'était une mini-série. C'est chez Marvel et j'imagine que le TPB suivra bientôt. Je vais me permettre une petite parenthèse avant de faire le rappel des titres. Vous avez dû le remarquer, Riette sait raconter les histoires, mettre une ambiance avec sa voix posée et grave. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, il est revenu, parce qu'il était jamais parti, il faisait partie de Comics Outcast, mais il est revenu dans le vaisseau Hyper Sans Sas avec un nouveau podcast qui vient juste de sortir. Si je m'abuse, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Et ça s'appelle Mon Carnet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oh là là, interro surprise, il y a un Mon Carnet, c'est très embarrassant, je comprends toutes ces stars qui se font interviewer. Mon Carnet, c'est né de ma frustration d'avoir une vie avec un travail et des enfants, une famille et des choses à faire, surtout en confinement, plein de trucs à faire et t'as pas le temps de t'occuper des milliards de projets qui pourrissent dans tes carnets. Moi, j'écris depuis toujours et quand j'ai une idée, je la note. Je la note dans un carnet. Et des carnets comme ça, j'en ai, je vais pas dire des milliers parce que ce serait complètement exagéré, mais j'en ai une bonne dizaine, avec des idées potables, des trucs que j'aimerais taffer et que j'aimerais raconter en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires. Et au lieu de rien en faire, ou de tenter pendant des années d'écrire un roman qui ne sera pas vendu à un éditeur, je me suis dit, c'est le moment, c'est le confinos, on y va. On prend ses couilles et son couteau, désolé pour le C-word, et puis on va aller raconter ces histoires. Ouais. Couteau. Ouais. Ça sera censuré. Je suis vulgaire comme mec. Du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je vais les raconter ces histoires, je vais trouver un format court qui me permette de ne pas passer trop de temps à l'écriture et d'avoir un rendu satisfaisant, c'est-à-dire qu'à l'audio, je pouvais raconter ces histoires, comme tu raconterais, je sais pas, c'est quoi le pitch de ton bouquin ? Et là, tu racontes une histoire à ton copain qui t'a posé la question pendant 10 minutes. Et il a la sensation d'avoir entendu une histoire, tu lui racontais quelque chose de cool. Ensuite, c'est terminé. Chacun reprend sa vie. Et c'est un peu ça le concept de mon carnet. Je traduis les idées dont j'ai jamais pu rien faire, ou qu'un jour je reprendrai, et puis je les transforme en une histoire qui dure 15-20 minutes, avec un début, une fin, pas de suite, pas de cliffhanger. C'est terminé. Chaque histoire est inédite. Et puis à la fin, vous vivez avec... l'histoire que je vous ai racontée, vous en faites ce que vous voulez. Oh là là, c'est magique. Tu t'en parles tellement bien. Du coup, voilà, allez écouter Mon Carnet. Alors pas tout de suite, finissez l'épisode quand même de Comics Outcast, faut pas déconner. Mais voilà, il y a 2 épisodes fantastiques qui sont déjà sortis et je ne peux que vous le conseiller. Revenons à nos reviews avec un petit rappel des titres. Donc Ben nous a présenté Homesick Pilot chez Image Comics, qui a été plébiscité. Scarlet Hood chez IDW Publishing a été chroniqué par Théo. Si je résume, c'est bien mais pas top. Et le dernier, The Rise of Ultraman chez Marvel, où on peut passer son chemin, mais il faut absolument aller s'intéresser à Ultraman et à tous les, comment tu dis, Takukatsu ? Je le dis mal. Tokusatsu. Et mais attends, Julien, La question, les Sentai, tout ce qui est Bioman et tout, c'est dans les Tokusatsu, c'est pareil, c'est dans cette famille-là. Alors, c'est des Tokusatsu, mais c'est encore une sous-division, parce que les Super Sentai, c'est des sous-codes. Tu prends les codes du Tokusatsu et t'en rajoutes des nouveaux. C'est-à-dire, à la rigueur, quand ça s'appelle Ultraman, c'est un Sentai Ranger, mais il est tout seul. D'accord. Ah oui, Sentai, c'est 5, c'est ça Sentai, c'est juste, je sais plus, ça veut dire troupe ou un truc comme ça. Donc, moi, Sentai, il faut être plusieurs. Quoi. Je pense qu'il faut absolument que tu passes au Contrecast, nous faire un petit focus là-dessus, un petit dossier. Oui, je fais plein de promos cross-podcast, c'est une grande famille. Il y a quelqu'un qui doit frétiller derrière ses écouteurs, s'il nous écoute, c'est Ike. Eric, je t'invoque, viens parler Tokusatsu avec moi et Super Sentai. Voilà, le message est passé. Eh bien, merci à vous 3 pour ces 3 fantastiques reviews. Et on va passer au focus. Eh bien, nous rentrons dans la deuxième partie de l'émission consacrée à un comics, à une série de comics passée qui a déjà beaucoup plus de numéros et sur lesquels on peut un peu plus s'épancher. Mais avant de ça, je voudrais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Comics Outcast ou Vaisseau Hyper Sans Sas. On a un Twitter, on a un groupe Facebook, le Bouya Comics Club, on a un Instagram et on a bien sûr le Discord dont on fête les 1 an aujourd'hui. Le 1 an, pardon Ben, je vais faire engueuler. La première année, l'anniversaire.
Et à ce sujet, encore une toute petite digression, une petite question par rapport au Discord, messieurs. Quel est le nom du Discord dissident en VHS, le SHN, où les auditeurs deviennent le crew et le crew les auditeurs? Que veut dire SHN? Le chip hyper normal. Oh non. Ah, bravo. Non, en fait, ça va, vous êtes incalable, j'ai pas trop peur pour le bonus. Eh bien oui, exactement, ils ont créé ça il y a pas très longtemps. C'est très rigolo, c'est un peu le Mirror Universe du vaisseau Hyper Sensas. Et ils nous préparent des nouvelles émissions, des focus sur peut-être des tortues un peu bizarres dans des égouts. Je sais qu'il est en train des arts martiaux, il Là, j'avais semblerait. une question Oui. plus. J'avais une C'est ça, question. oui. T'as fait une digression, du coup, c'est Robin, c'est ça? Exactement, ouais, c'est Très ça, bien. ouais. Ouais, c'était pour moi. Bravo. Ça se passe en été. Et... Passons au focus. Donc, on va parler de DC Future State, qui a été en fait un événement lancé par DC en janvier-février 2021. Et si je ne me trompe pas, c'est une ligne de série qui se déroule dans un futur plus ou moins lointain. Je crois que ça part de 2026 à la fin des temps. Ouais. Et en fait, ça a remplacé tous les titres habituels pendant 2 mois. Donc, c'est quand même pas c'est un énorme événement finalement au niveau éditorial. Et je crois que oui, Ben, c'est toi qui nous as proposé ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, parce que écoutez les comics. Parce que oui. Nanani nanana. Non, en fait, en gros, c'est que en fait, j'avais pas le temps, et je crois qu'aucun de nous autour de cette table virtuelle n'avait le temps de faire un focus sur une grosse BD ou un gros TPB. Donc je me suis dit, il y a Future State, j'ai vu passer les covers parce que je trouve que le logo Future State il est dégueulasse, donc ça m'a attiré l'œil. Mais à l'inverse, J'ai un truc à vous Voilà. proposer. Ça commence bien. J'ai vu des trucs non, mais dégueulasses, c'est on va juste les que du lire. coup, j'avais pas spécialement envie de m'y mettre parce que je savais aussi que c'était temporaire et que c'était que pendant 2 mois. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je me plonge dedans? Il y a 23 titres. Évidemment, je vais jamais lire les 23, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je prends mon comics préféré pour voir sa version Future State, etc. Et du coup, je me suis dit, on a qu'à se diviser les tâches. Et on a même demandé au patronaute de choisir qui des chroniqueurs devrait choper quelle série. Et du coup, voilà. Du coup, je fais juste un petit topo. Tu l'as très bien annoncé, Ketrus. Juste dire que effectivement, à la fin de Dark Knight Death Metal, les héros ont sauvé le multivers, mais il y a eu des conséquences. Et du coup, Future State, c'est un peu ça regarde à la loupe certaines réalités dans certains futurs de nos héros. Et donc ça permet de créer des versions alternatives, de mettre des personnages, enfin tu vois, genre un Batman qui n'est pas Bruce Wayne par exemple, ça permet de faire des genres de what if, de se faire un peu plaisir. Et alors je vais pas faire l'historique parce que j'ai pas tous les éléments, mais en fait ça part d'un projet qui s'appelait Génération, dans lequel ils avaient pour but chez DC de remplacer de garder les héros, mais de remplacer la personne qui est sous le masque. Du coup, pour plein de raisons, dont des mecs qui se sont fait virer, ça a un peu pris l'eau. Et c'est entre guillemets une partie de ça est devenue Future State. Et à la fin de Future State, donc on y est puisque c'était janvier-février, commence Infinite Frontier, qui est l'énième relaunch de DC. Alors je sais pas à quoi ça tient ce relaunch, je sais pas ce qui change ou quoi, mais en tout cas les trucs qui ont été un peu posés dans Future State, il y a certains héros qui ont été créés là-dedans, héroïnes, qui vont se retrouver dans le line-up de DC à partir de maintenant, quoi. Donc c'est une espèce de pause un petit peu récréative dans lequel ils se sont fait un peu plaisir sur les costumes, les personnages, les archétypes, les situations, etc. Et pour synthétiser le truc, parce qu'il y a certains héros qui sont même pas sur Terre, et comme tu l'as dit, Ketrus, des fois c'est jusqu'en l'an 80-2000, donc du coup ceux qui sont, on va dire, à notre époque, donc jusqu'entre maintenant et 2050, on va dire en plus ou moins contemporain, la bottom line, c'est qu'à Gotham notamment, les super-héros n'ont plus le vent en poupe, avec 2 O et un P. Et va être créé un genre de milice qui s'appelle The Magistrate, le magistrat, qui va traquer en fait les super-héros, ce qu'ils appellent les masques. Et voilà, et surtout à Gotham, et c'est pour ça que ça va impacter toute la Bat Family, que ça va impacter plus ou moins la Justice League. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de titres dans ces 23 qui vont être impactés par cette espèce d'occupation de Gotham. Et voilà, donc c'était pour faire ce petit topo. Et donc, si je fais un résumé, j'ai dû lire Swamp Thing, Dark Detective et Green Lantern. Je vais aussi lire The Flash, mais j'ai pas eu le temps. Et mes petits copains, qu'est-ce que vous aviez à lire? Moi, j'avais à lire Wonder Woman, Nightwing et Superman Worlds of War.
Et moi j'ai lu Harley Quinn, Superwoman et Aquaman. Et donc voilà, donc l'idée c'était de lire un peu chacun de son côté pour essayer d'avoir pas une vue d'ensemble parce qu'il y a 23 titres en tout, mais de pouvoir discuter de ce truc-là, de qu'est-ce qu'on en pensait, de ce que ça pouvait changer parce que c'est plutôt récréatif. Et puis d'échanger un peu nos expériences. Bah vas-y, qui veut commencer à un peu reviewer ces comics? Moi, je veux bien Théo rebondir sur récréatif parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Où, en fait, c'est un petit bonbon. Donc il y a un côté de j'ai eu le sentiment, alors je sais pas comment ça s'inscrira dans la durée pour le coup, mais là la lecture de mes 3 trucs, bah, c'était pas désagréable, c'était pas spécialement mémorable, c'était pas spécialement brillant non plus, que ça soit graphiquement. Harley Quinn avait un style graphique un peu plus différencié qui m'a peut-être un petit peu plu, mais dans l'absolu il y avait un côté de ouais, bon, j'ai lu ça, ouais, ok, cool, pourquoi pas. C'est quoi la suite de ma journée? Bah, c'est tout à fait autre chose, et puis bah, j'ai oublié. D'accord. À noter que, étonnamment, parce que je sais pas exactement comment nos amis patronautes, mais comme quoi ça vaut le coup de nous donner des sous, ont choisi qu'est-ce qu'on allait lire. Mais j'étais ravi de lire Harley Quinn, assez content de lire Superwoman et un peu sceptique à l'idée de lire Aquaman qui est un héros que je maîtrise vraiment mal et qui m'attire très très peu, et c'est peut-être ce que j'ai préféré, étonnamment. Il y avait vraiment un truc assez original dans ce que ça racontait, donc si je devais en conseiller une des 3, ça serait plutôt celle-là de mon côté. Mais au global, ouais, c'était l'aspect vraiment c'est un bonbon acidulé, c'était chouette, mais je sais pas si je me ferais tout le paquet à la fin, quoi. Il me semble que ceux qui t'ont attribué Harley Quinn, c'est parce que tu avais toi-même chroniqué du Harley Quinn la dernière fois, enfin en tout cas une des dernières fois où tu étais venu. Ouais, ça clairement c'était pour ça. Celui-là j'ai compris, mais Aquaman, je pense que c'est peut-être parce que on me voit pas et on m'entend que, mais j'ai un physique proche de celui de Jason Momoa, donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Surtout les écailles. Surtout les écailles. Mais du coup, est-ce que dans ce que tu as lu, il y a ce dont j'ai parlé, l'espèce de milice anti-super-héros, et parce que du coup, j'imagine dans Harley Quinn, elle est à Gotham? Ouais, pas spécialement. Il y a eu ce truc? Il y a quand même un changement de postulat dans un truc qui est assez classique dans Harley Quinn, mais c'est aller emprisonner, et c'est l'épouvantail qui est de l'autre côté de la prison pour une fois, et Harley Quinn va aider la police du coup à arrêter les méchants. Donc pas fondamentalement, le Batman n'apparaît pas, il n'y a pas du tout la patte famille, c'est pas directement lié, mais ça pourrait vraiment sortir de l'univers sans aucun souci. Aquaman, et c'est peut-être ça qui m'a le plus séduit, fait par contre lui référence à cet aspect de il s'est passé quelque chose dans le multiverse, ça a un impact notable dans ce qui arrive à nos protagonistes, et ils sont directement impactés par ça. C'est le premier que j'ai lu aussi, et donc je me suis dit, en fait, si c'est l'impact de cette fusion, sauvetage du multiverse pour chacun de ces personnages, en fait, je suis chaud comme la braise, ça va être trop trop bien, quoi. Et malheureusement, Superwoman et Harley Quinn étaient un peu plus décentrés de ce questionnement-là, pour le coup. Ouais, c'est des stand-alone complets pour les avoir feuilletés aussi de mon côté. C'est des histoirettes qui peuvent se lire en elles-mêmes, mais tu sens que c'est une pause récréative. C'est pas pour développer quoi que ce soit. Contrairement à Aquaman, où il y a des potentiels qui sont latents, et tu sens qu'une série derrière va venir exploiter des trucs. Parce que il me semble que... Ah pardon, non, vas-y. Ouais, est-ce que justement, comme c'est une pause récréative, on peut venir aborder tout ce qui est Future State comme ça quand on connaît pas d'ici, et on se dit voilà, on lit. Je sais qu'il y a un reading order qui est basé sur la chronologie qui est proposée sur le net. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut lire ça? Et voilà, et c'est un début, une fin, et alors moi, ça n'impacte pas le reste. Je répondrais oui et non. La meilleure réponse. Non, je répondrais oui si tu veux juste lire du comics un peu pulp, s'il y a de la baston, mais si c'est ça, il faut vraiment que tu choisisses bien tes titres pour être sûr de pas de tomber sur un truc trop verbeux si tu veux vraiment juste de l'action, quoi. Et je dirais surtout non parce que ça s'appuie sur ce qui existe déjà, pas forcément une version précise d'un héros, mais tu vois, genre Batman par exemple, si tu prends Dark Detective que moi j'ai lu, il est en 2 parties, il y a une partie avec Bruce Wayne et l'autre avec Grifter. La partie de Bruce Wayne, t'es pas obligé d'avoir lu les arcs d'avant, mais faut quand même que tu... Bon alors, si tu sais pas que Bruce Wayne c'est Batman, c'est vraiment, t'as jamais rien lu, mais ce que je veux dire c'est que... c'est fou, ce n'était pas Alfred. Le spoil. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, t'as pas forcément besoin de références précises à proprement parler, mais vu que c'est des genres de what if, ou que c'est des
que c'est des no-name qui prennent le manteau d'un super-héros, il faut quand même que tu aies un minimum de background. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que sinon si tu vas passer à côté, ça veut pas dire que tu vas passer un mauvais moment, mais c'est juste que il y a plein de trucs qui vont t'échapper. Tu vois, dans Dark Detective, le pitch c'est que au niveau de Bruce Wayne, c'est que il s'est fait planter. Du coup, il est passé. Enfin, tout le monde croit qu'il est mort, et en gros, il est pas mort, et il s'est fait recoudre clandestinement, etc. Et en fait, il erre dans les rues en mode incognito. Et donc, je l'ai dit dans l'intro, les rues de Gotham sont complètement submergées par le magistrat. Et ce qu'ils appellent les peacekeepers, c'est les sbires, quoi. Et en gros, Il garde la pisse. Oh putain. Voilà, je pense qu'on peut partir, on peut se souhaiter une bonne soirée sur ça. Allez, c'est voilà. Merci, au revoir. Il garde la pisse, putain. Titre de l'épisode. Attends, les dames qui pissent, c'est des peacekeepers. Ok, bref. Exactement. Sauf keepers. Donc oui, tout ça pour dire que pendant tout le comics, enfin toute la première issue en tout cas, il va se dire est-ce que je dois laisser Gotham est-ce que c'est pas la bonne solution, le magistrat? Est-ce que je dois laisser ça, ou est-ce que je dois tout défoncer parce que je suis Batman? Ou est-ce que je suis Batman? Enfin, tu vois, il y a une discussion sur son identité à lui et sa relation à Gotham que je trouve hyper intéressante. Et du coup, si tu connais très peu le personnage de Batman, ça va vraiment te passer à côté. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que je disais que si oui, il faut que tu choisisses bien tes titres, et des trucs qui peuvent être un petit peu plus faciles d'accès. Enfin, tu vois, genre Swamp Thing par exemple, ça se passe je crois en 4500, donc dans le futur très très loin. Et en gros, il t'explique qu'il y a eu une guerre entre les humains, que le monde il est complètement explosé, et qu'il n'y a plus que de la végétation, et donc notamment Swamp Thing qui est devenu le pervers, le pervers, le green. Oh, merde. Putain, j'avais même pas fait gaffe, le pervers, putain, c'est chaud. Green Phaser, ça fait le pervers. Putain, non, putain. Ah, bah, faut absolument que je demande à Urban Comics comment ils vont faire pour traduire ça, putain. Je vous tiendrai au courant. Putain, le pervers, les gars, merde. Bref. C'est terrible. Et ben en gros, voilà, tu peux dire ok, en fait c'est juste un conte post-apo, il y a plus aucun humain, c'est la nature qui a repris ses droits, et il y a un petit côté philosophique sur la nature humaine, c'est de toujours faire des guerres et d'aimer la violence, etc. Donc ça peut marcher, et si tu connais pas le personnage de Swamp Thing, ça peut fonctionner. Faut vraiment choisir tes titres, quoi. Ok. Et c'est étonnant parce que c'est un des reproches que j'ai aussi un peu en tête. Moi, sur Harley Quinn, entre autres, ça a fait un peu ça, où ça s'appuie énormément sur la mythologie de Batman, les méchants, etc. Ouais. Et donc j'ai l'impression que si j'avais pas tout en tête, j'aurais moins apprécié les trucs. Et pourtant, ça sent obligé de me dire oh, dis donc, Harley Quinn, ça va avec le Joker? Il y a un côté de vous m'expliquez. Ah, je coupe un peu, pardon. Oui, tu coupes un peu, oui. Je vais voir si mon micro galère un peu, mais il y a vraiment ce côté de est-ce que vous me réexpliquez tous les codes et c'est cool, ou est-ce que j'ai besoin de les avoir derrière, quoi? Oui, en plus, et je pense que le but de cet event, c'est pas tant de faire une porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Je pense que peut-être que justement Infinite Frontier, ça sera plus ça. C'est plus de dire voilà, en fait on a envie de se marrer à changer à garder nos héros iconiques, mais à changer un petit peu qui est sous le masque, tout en écrasant pas ce qui existe déjà. Donc pour ça on va faire une espèce de multivers what if, quoi. C'est juste c'est ce qu'on disait avec Théo, c'est un bac à sable juste pour s'amuser à créer des versions qui n'ont pas forcément raison de survivre, ou peut-être que si, en fonction des héros. Je te dis, je les ai pas en tête, mais il y a certains héros et héroïnes qui vont suivre et qui vont survivre dans la continuité à partir du mois de mars, quoi. Et ben, en tout cas, en tant que méga noob du comics, tu vois, si tu me poses la question, bon, j'aurais un avis similaire à Ben, mais moi je suis tombé sur des séries qui sont, malgré le fait que ce soit des héros très connus, par exemple Superwoman, Superman, enfin pas Superwoman, Wonder Woman, je vais me faire crucifier, désolé. Et Superman, c'est des héros connus, mais dans des variations qui sont tellement inédites que j'ai pas besoin de connaître les canons, par exemple, des arcs précédents. À part Batman avec Nightwing, où j'étais un peu plus gêné parce qu'on y fait référence régulièrement. Mais par exemple, Wonder Woman, le traitement graphique qui était fait à cette Wonder Woman-là, il était cool à la Alphonse Mucho. Là. Mucha, ouais. Pas Mucho. Et c'est très sucré et à la fois beau et délicat, mais avec des tourages super épais. Ça m'a ravi. Et puis la meuf, elle est ultra badass avec ses beaux lasses. Moi, je trouvais que c'était un truc de
de Babos justement qui revient à Metropolis dans mon intro. Mais sur elle, ça lui va à ravir. Et d'avoir une brown girl qui incarne, qu'on s'appelle Wonder Woman, c'est cool. D'autant plus que j'ai découvert dans Future State qu'il y avait aussi Nubia, qui est par contre un cran au-dessus, elle est carrément noire. Du coup, c'est cool aussi. Et derrière, t'as une incarnation beaucoup plus fidèle, on va dire, au canon de Wonder Woman qui survit dans les têtes. C'est Immortal Wonder Woman que j'ai pas pu lire. Et ça m'a donné... Enfin, justement, c'est un tel bac à sable qu'un débutant comme moi, par exemple, il a envie de dire « Ah bah, cette version-là, elle me plaît. Je vais aller la lire. » Ouais, et puis tu vois, pour c'est vachement abordable de ce point de vue. Pour rebondir sur ça et pour reparler un tout petit peu de Swamp Thing, qui a été donc ce Swamp Thing Future State, il est écrit par Ramvi, qu'on aime beaucoup dans Comics Outcast, qui a gagné un Bouilla d'or, je le rappelle. En fait, tu vois qu'il se fait plaisir, parce qu'après, en plus, il sera sur la série régulière d'Infinite Frontier qui est sortie là. Il se fait plaisir il profite de cette espèce de bac à sable pour un petit peu faire sa propre version du personnage, pour un peu creuser dans l'origine, enfin pas dans l'origine story, mais tu sais dans les archétypes du perso, et notamment dans celui-là, dans Future State, il entrecoupe son histoire qui est assez banale et qui m'a pas spécialement transcendé, par des petites pages de narration dans lesquelles Swamp Thing parle au lecteur, où il lui raconte un petit peu comment il a appris à créer son corps humain. Ça c'est excellent, c'est vraiment ça, très, vraiment très beau. ouf. Je connais pas Swamp Thing et ça Ouais, m'a vraiment en fait, emballé. c'est hyper beau, surtout que déjà graphiquement c'est méga beau, et en plus ça fait vraiment écho à l'ADN du personnage qui, c'est la phrase, moi c'est une des phrases que je préfère dans tous les comics confondus, c'est, je vais le dire en français, mais c'est la plante qui croyait être un être humain. Alec Holland est une plante qui croyait être un être humain. Et donc il t'explique en fait que voilà comment il a réussi à créer un corps humain de façon végétale, et du coup ça fait écho à tout le discours de cette mini-série, enfin de ces 2 issues, qui dit que homme versus nature, tu vois, le bon versus le mauvais, tout ça, et du coup ça, c'est un truc de bac à sable et c'est un truc un petit peu pulp, mais ça permet aussi à certains auteurs qui veulent un peu creuser de trucs de se dire ok, j'ai que 2 issues, donc je vais raconter un peu ma fable, parce que ça n'engage possiblement à rien, et en plus c'est dans un futur inatteignable, donc c'est aussi ce genre de bac à sable là, et je trouve ça assez rafraîchissant, quoi. Ouais, c'était chouette là-dessus, on se rejoint. Le côté, tout est possible, réinventer les super-héros, c'est permis, et c'est pas scandaleux parce que tu sais que certains auront pas de suite, C'est ça. et les trucs plus canons vont continuer, quoi. Complètement. Ok. Tout ça, c'est super intéressant. Pour conclure, peut-être, alors vous avez lu à vous 3, je crois, 9 des 23 séries. Quelles sont celles que vous recommanderez parmi les 3 que vous avez lues? Ben, toi, par exemple? Moi, je pense que je recommanderais Dark Detective, parce que ce que j'ai trouvé vraiment... Alors, disclaimer, c'est que la première issue, c'est la moitié, c'est Grifter, et c'est un personnage que j'aime pas spécialement, donc je l'ai pas lu. Alors que c'est un peu con, parce qu'en ayant regardé des reviews un petit peu pour préparer cette émission, j'ai vu que c'était les 2 parties de cette première issue se faisaient écho entre Bruce Wayne et Grifter, donc je vais sûrement la lire au final. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne approche de Bruce Wayne, justement, pas de Batman forcément, mais de Bruce Wayne, et j'ai trouvé que ça explorait une autre facette de sa relation à Gotham, parce que c'est toujours un truc qui m'a vraiment plu dans Batman, c'était oui, la relation Batman-Joker, on en parle tout le temps, mais c'est vrai que la relation entre Batman et Gotham, entre Bruce Wayne et Gotham, elle est vraiment hyper intéressante, et surtout de par l'espèce d'occupation du magistrat, là où c'est des espèces de mecs en armure et tout, et que c'est dans un futur très proche, ça fait un peu cyberpunk, ça fait un petit peu anticipation, un peu Minority Report, tu vois, et ça me plaît plutôt pas mal. Et puis en plus Batman, enfin j'arrête pas de dire Batman, Bruce Wayne, qui va redevenir Batman du coup, il est complètement défoncé en fait, il est diminué de ouf, donc en fait il se casse la gueule, il est cabossé, il en chie, et donc je trouve que c'est très cool, ça fait une énième version de Batman qui est plutôt cool. C'est la puissance des what if aussi. Ouais, c'est vrai. Et toi Théo, est-ce que tu as un titre qui sort du lot? Ouais, Aquaman, vraiment, qui était le truc le plus enthousiasmant par ce côté multivers bien amené, et puis réflexion autour de tout ça, c'était vraiment très très chouette. Ok, très bien. Et Yed, toi? Moi, c'est Wonder Woman. Graphiquement, super chouette, et le côté un peu mélange de plein de mythologies. Bon, comme je suis pas un expert en perso d'ici, je savais qu'il y avait des ambiançages du côté mythologie grecque, etc. Mais là, en plus, on vient rajouter un peu de folklore brésilien et des choses un peu plus différentes, tu vois. C'est une nouvelle
surcouche de lore par-dessus qui vient approfondir et diversifier ce qui peut se passer dans le DCverse normal. Et ça m'a bien touché. C'était cool. Héroïne badass, un peu neuneux même, tellement elle est badass, elle fonde dans le tas, elle réfléchit pas, et elle pète tout. Et ça m'a pas mal plu. Elle est un peu con, mais elle est sympa. Et je crois que c'est Marguerite Sauvage qui a l'illustration, c'est ça ? Sur Wonder Woman, je lis dans le chat Discord. Yes. Ouais, c'est une artiste qu'on aime beaucoup, beaucoup ici. Bah, super. Ça pète la classe. Bah, merci beaucoup pour ce focus, c'est très intéressant. Donc, on essaiera de mettre dans la description du podcast le reading order chronologique. Ouais. Comme ça vous permet peut-être d'aller piocher un peu là-dedans. Et est-ce qu'il y aura un gros omnibus, plusieurs TPB, vous savez? Je pense pas, mais à mon avis, ça sera. Alors, je sais pas, il faudra demander à Urban, en tout cas en VF, mais je pense que ça va plutôt être rattaché dans les TPB. Du titre, enfin tu vois, genre s'ils font un TPB Swamp Thing, bah, il y aura peut-être ce truc là en bonus ou un truc comme ça, ou alors ils regrouperont un peu comme ce qu'ils avaient fait sur Swamp Thing. Ils avaient mis plusieurs petites séries qui étaient sorties séparément, ils les ont regroupées, j'imagine. Enfin ils peuvent faire un omnibus, mais bon, 23 titres à raison de 2 issues par titre, ça fait beaucoup. Ça me paraît beaucoup, ouais. Quoi. Ouais. Mais peut-être que ça sortira en plusieurs volumes, j'en ai aucune idée. On suivra l'affaire, et puis chers auditeurs, n'hésitez pas à nous faire des recos sur des titres dont on n'a pas parlé, que ce soit sur le Discord ou les réseaux sociaux, ce genre de choses. Merci beaucoup encore. On va passer au hors les bulles. Et avant d'aborder ce hors les bulles, nous allons parler du département 63, car oui, depuis l'épisode 100, nous parlons des départements de nos chères régions de France. Enfin de France, le département de France tout court. Et le 63, c'est le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, dont la préfecture est Crise Clermont-Ferrand. Allez. Vous pouvez aussi, dans le Puy-de-Dôme, envoyer des hic-pics dans la commune de Apchat. Aller à Aves César, jeu de mots pourri te salutant, faire la gueule à Boude, faire des réunions à Briffon, contredire à Sépaza, se faire des amis à Compin, arriver à vous lécher à coude, jouer à l'exploratrice à Dora, creuser une tombe à Issoire, bien sûr, petite référence parisienne, parico-parisienne, manger des cachous à Lamongie, oh oui, écouter les 2 minutes du peuple à La Pérouse, chanter la digue du cul à Montaigu, faire un hors les bulles à Perrier, quémander à Saint-Gervasy à Passambal, être force de proposition à Sugère, dire des gros mots à Isaac La Tourette, enculé, ou tout simplement déguster un des meilleurs fromages du monde à Saint-Nectaire. Voilà, donc un gros bisou à tous nos auditeurs du Puy-de-Dôme. Si vous nous entendez, allez sur le Patreon. Merci, au revoir. Et comme l'a dit Théo Rivière, ça vaut le coup de nous donner de l'argent. Mais passons au hors les bulles. Ah mais non, il y a encore une petite parenthèse parce que c'est les 1 an du Discord. Mais oui, donc on va poser une petite question. Alors, 3 choix. À votre avis, sur le Discord, tout le monde est tout le temps d'accord, comme dans un monde idéal ou comme dans Comics Outcast. 2, il existe des désaccords et ça s'insulte, comme sur Twitter. Ou 3, il existe des désaccords, mais on fait avec, même si certains taquins aiment bien troller, et même si l'épisode 8 de Star Wars est vraiment indigeste. C'est pas du tout orienté. Alors, à votre avis, 1, 2 ou 3 ? Moi, je dis 3, et je te demande en sus si t'as fait exprès de dire des désaccords par rapport au nom de la plateforme. Pas du tout, mais ce n'est pas moi qui ai écrit les questions. Je pense qu'ils ont fait exprès. C'est de l'inception. Ah, c'est beau. T'as suggéré je l'ai pas vu. Je dis 3. Je les sous-estime, c'est mal. Tu dis 3, oui, c'est 3, et on a un petit commentaire. Mais sans blague, c'est vraiment agréable de pouvoir continuer à échanger, à discuter malgré ces points d'opinion divergents, et c'est tout à fait vrai. Les débats sont enflammés, sont passionnés, mais toujours respectueux sur le Discord. Alors venez nous voir. Bien sûr. Oui. Et voilà, je referme encore cette dernière parenthèse, 1 an du Discord. Et notre hors les bulles, c'est Superman et Lois. Superman et Lois, c'est une série télévisée créée par Greg Berlanti, qui a été diffusée le 23 février 2021 sur le réseau The CW. Oui. Et voilà. Et il s'agit d'un spin-off de la série télévisée Supergirl qui met en scène Clark Kent et Lois Lane. Je ne sais plus qui voulait en parler. Je crois que c'était Théo, non ? Ah, c'est Riette. C'est moi. Riette, j'ai une question avant, s'il te plaît, Riette. Vas-y. Est-ce que tu as les seins doux ? Oui. Ils sont glissants tellement ils sont beurrés. C'est tout pour moi. Putain. Tant de titres potentiels. Après, il y a Il garde la pisse, comme bon titre.
Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas. Vas-y. Pardon. Te laisse pas déconcentrer. À la base, on va dire que c'est pas moi qui ai suggéré le thème, mais je me suis retrouvé tellement hypé par la série que oui, je veux en parler. Alors, surtout venant d'une série CW, je m'attendais pas à grand chose parce que ils sont responsables de comment ça s'appelle Green Arrow. Doucement. Ils sont responsables de Flash. Calme-toi. Ils sont responsables de Superwoman. Tu vois, c'est un peu teenage, edgy. Bon, on n'a pas trop de sous, mais on va faire avec 3 bouts de ficelle des effets spéciaux avec ce qu'on peut. Tu développes le DCverse, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment romance, scénario un peu cousu de fil blanc. Il n'y a pas de réelle surprise, il n'y a pas d'enjeu, c'est un peu cheapos, mais c'est cool. Je ne tape pas sur les gens qui aiment les 3 séries que je viens de citer. Mais quand on part sur Superman et Lois, on step up the game, on monte d'un cran. Là, on passe sur du gros budget, ça se voit instantanément à la photographie. C'est vraiment cinématographique. Regardez le pilote et vous saurez de quoi je parle dès les premières secondes. Et en plus de ça, cette série, au lieu de, on va dire, jouer avec les canons existants, et l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis, par exemple, d'un titre qui fait clairement référence à des versions passées de séries avec Superman et Lois Lane, par exemple Lois et Clark, mais moi, inconsciemment, j'étais resté sur... ça va être un peu potage, vu que c'est CW, on va avoir des petites amourettes, un Lex Luthor gentil qui fait n'importe quoi et qui s'aborde lui-même. Et non, c'est beaucoup plus malin que ça, et ça se place dans un univers où, sans spoiler, c'est les 5 premières minutes du premier épisode, le père de... Clark est arrivé, il a été adopté, le papa meurt, et puis, lui, il est à Metropolis avec Lois. Elle sait que c'est Superman. Donc tout ça, c'est spoilé instantanément. Dans les 5 premières minutes, t'as un résumé de la vie de Superman. C'est incroyable. C'est ultra découpé. Ça va super vite. Tu sais qu'est-ce qui lui est arrivé depuis la naissance. Donc il est arrivé. Il a vécu ça. Il est avec Lois. Il lui a révélé. Ils ont eu des enfants. Ils ont des jumeaux. Ils se sont installés à Metropolis. Il est reporter. Tout se passe bien. Et puis... tout se passe moins bien. À la mort de sa mère, il décide de revenir à Smallville. Et il se passe des trucs chelous à Smallville. Mais on ne sait pas encore trop quoi. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais par contre, la série en elle-même, c'est un bonheur incroyable. C'est réjouissant de voir Superman dans son costume un peu rétro, tu sais, des premières issues Superman, très coloré, un bleu très bleu, un rouge très rouge, c'est trop cool. C'est pas les trucs tout sombres de Snyder Cut, là, on mange des céréales avec de l'eau parce qu'on est dépressif. Oh putain, la violence du gars. Là, mais c'est joyeux, tu vois, c'est un Superman qui a la pêche dès sa première action super-héroïque dans le petit résumé de 5 minutes que je viens de dire. Il arrive avec un smile de ouf, il rend sa casquette à un gamin, et il repart et fait « Ouais, vous verrez, je vais pas vous niquer la punchline. » Il est chouette. Il est chouettos, il a la patate. Et de voir une dynamique différente où c'est Lois et Clark, alias Superman, en tant que parents. Là, l'enjeu, c'est qu'ils se sont créés une vie où Superman reste inconnu de ses enfants, parce qu'ils ne savent pas qu'il est Superman. C'est la seule chose qui leur ont caché. Et ça crée des dynamiques complètement différentes. Il est papa, il doit gérer sa vie de père, il doit gérer sa vie de Superman, il doit gérer sa vie de Clark Kent, il doit gérer plein de trucs de ouf. Et tout ça, ça rend le truc intéressant. C'est un Superman mature. C'est un tag que vous pouvez chercher sur certains sites. Mais ça ne vous donnera pas les recherches dont je vous parle maintenant. En tout cas, bref, c'était une grosse claque. Je sais pas comment vous le vendre plus, à part que il y a du budget, c'est ultra bien découpé, c'est très cinématographique, ça va vite, c'est bien développé, tu t'ennuies à aucun moment, c'est trop bien. Il y a des vrais enjeux, t'as peur pour les persos, il se passe des trucs de fou. Tu finis l'épisode 1, tu fais « Ah, mon Dieu !» Voilà. Et c'est trop bien. Voilà, bref. Et toi, Ben, du coup, ça va? Ça n'a pas été trop dur, le choc entre les séries pourries CW et ça a été? Et moi, t'as réussi? en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas les généralités. Et je suis quelqu'un qui aime
qui aime bien le Arrowverse, comme on l'appelle. J'aime bien te taquiner évidemment, tout n'est pas... Bien sûr. Non, mais tout n'est pas génial, mais c'est clair que de toute façon, à tous les niveaux, il y a une différence avec les séries du Arrowverse. Et la différence, pour moi, la plus notable, c'est que c'est... Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est que c'est justement... Déjà, il y a beaucoup moins d'épisodes, parce que sur le Arrowverse, on est vraiment sur le modèle, tu sais, de 23, séries ouais. des années 2000, de 24 épisodes de 40 minutes, comme Buffy ou Supernatural, ces trucs-là. Là, on est sur 7 épisodes qui font 1 heure, et aussi, on est... c'est plus ou moins le format moderne standard HBO, depuis pas... Ouais, voilà, exactement. C'est un film qui est découpé en plusieurs petits bouts, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir une intrigue, notamment avec Lex Luthor, on va pas trop le spoiler, où en fait, tu suis la trame d'épisode en épisode. C'est pas genre, il n'y a pas un méchant par épisode, ce qu'on appelle Freak of the Week, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Ça permet de poser des sujets un peu plus... Alors si on dit un peu plus adultes, c'est peut-être un petit peu condescendant, mais en tout cas un petit peu plus fouillé, un petit peu plus sombre. C'est vrai que dans les autres séries du Arrowverse, alors oui, c'est un petit peu plus superficiel. Ça veut pas dire que ça aborde pas des sujets de société ou des sujets humain, mais c'est vrai que souvent c'est un peu sur un ton léger, c'est sur un côté un peu teenage, même si c'est des jeunes adultes, et c'est vrai que voilà, il claque une petite morale, mais c'est vrai que ça reste toujours un petit peu pulp, et il y a toujours des méchants qui vont sortir des tirades un petit peu comics, et c'est là que je trouve que, enfin, ce qu'on peut vraiment pas enlever à Greg Berlanti, parce que c'est pas le showrunner, mais en tout cas c'est le Kevin Feige du Arrowverse, on va dire ça comme ça, c'est que lui, il a aucun problème à embrasser vraiment le côté pulp des comics. Donc ça, c'est très cool. Il y a un peu moins dans Superman et Lois, parce que je pense que la volonté, c'est de se focus sur les personnages et sur la psyché des personnages. Donc en fait, on voit beaucoup plus Clark que Superman déjà, par exemple. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est que je connaissais même pas trop le pitch avant de voir quelques images, parce que je les avais vus dans Supergirl, mais dans Supergirl, on voit à peine Lois, et Superman, c'est Superman tout le temps, quoi. C'est vraiment, il y a aucune intrigue, il est vraiment juste là en figurant. Et je savais pas qu'ils avaient des enfants, et je savais pas qu'il y avait ses jumeaux, et du coup dès le premier épisode tu te dis ok, en fait ça va être la vie de famille de Clark, de Lois et Clark, et surtout ça va pas être une vie de famille hyper édulcorée, il va y avoir des problèmes, il y a un des enfants qui a des problèmes comportementaux ou qui a une maladie, etc. T'es sûr qu'on les voit pas t'es sûr qu'on les voit pas dans le méga crossover qu'il y a eu l'année dernière? Ah, je l'ai pas vu. Je crois qu'on les voit, les deux et leurs enfants. C'est possible. Ouais. C'est possible. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est un point très, très important, parce que déjà, il y a ce côté... un truc qu'on a assez peu vu dans les hors-comics, c'est le côté père de Clark, et de Lois évidemment, mais en tout cas le côté père de Superman aussi. Je trouve que c'est hyper important, hyper intéressant d'aborder cette facette-là. Et puis... c'est pas juste tiens, il y a un des deux jumeaux qui je crois qu'il a de l'hyperactivité, ou il a des problèmes, il est un peu dépressif, d'anxiété sociale. Ouais, je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un truc comme ça. Ça, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, mais en fait, il y a d'autres implications. C'est que, comme l'a dit Riette, les enfants sont pas encore au courant que leur père c'est Superman. Spoiler, ils vont le savoir, mais bon, ça c'est un peu logique. Et du coup, ça va créer des problématiques. C'est ok, est-ce que je vais avoir des pouvoirs? En même temps, je suis un loser, donc si j'ai des pouvoirs, est-ce que c'est cool? En même temps, moi, je suis le quarterback, donc j'ai pas besoin de pouvoirs, mais en même temps, si mon frère il a des pouvoirs et pas moi, je vais être dégoûté. Et en même temps, mon père c'est Superman. Enfin, il y a énormément de choses qui découlent d'une seule problématique, c'est Superman a des enfants. Donc je mets pas Lois de côté, mais je trouve que le côté extraterrestre, Krypton et tout, c'est assez important. Et puis il va y avoir aussi des petites problématiques hyper terre à terre de voilà, il y a un méchant promoteur qui veut racheter les fermes de Smallville, etc. Donc il y a énormément de choses. Déjà, moi j'ai vu que 3 épisodes, il y a énormément de choses. Et je trouve que c'est effectivement rafraîchissant, et sans même parler de la qualité technique qui effectivement ne la fait pas du tout ressembler à une série CW. Ça fait plus penser à une série HBO. C'est vrai que quelqu'un dans le Discord parlait qu'il y avait possiblement un partenariat avec HBO. J'ai pas l'info, mais ça, du coup ça expliquerait la hausse de qualité, quoi. Ok. Et toi, Théo, t'en as pensé quoi alors de cette série? Est-ce que tu connaissais déjà un peu le Arrowverse? Non, pas du tout. C'était la première série que je regardais, et j'étais pas spécialement attiré. Je regarde assez peu de séries, et j'avoue que je me mets un peu en porte-à-faux vis-à-vis de mes collègues, pas comme d'habitude, et je suis étonné d'entendre votre avis, et ça me donne envie de presque revoir ma lecture. Mais moi, je suis plutôt passé à côté. Ça m'a pas du tout séduit.
justement parce que j'ai trouvé que tous ces enjeux que vous évoquez que j'avais vraiment envie d'aimer, qui me donnaient vraiment envie, où il y avait vraiment ce côté, notamment encore une fois sur la parentalité, mais sur la relation avec la gestion des pouvoirs, des enfants, etc. J'étais super, super enthousiasmé, super exalté par ça, et j'ai trouvé que c'était un peu genre, ah ok, ouais, bah alors j'ai vu que 2 épisodes, peut-être que ça prend cœur dans le 3e. Je lui laisserai peut-être une 3e chance, mais j'ai trouvé que c'était pardon Adrien, j'ai trouvé que c'était pas si développé que ça m'a pas touché en fait. Peut-être parce que j'ai trouvé aussi que le casting des jumeaux, pareil, j'ai pas trouvé que ça jouait spécialement bien, que c'était spécialement. Oh, moi je trouve que ça joue vachement bien. Ouais, je trouve que ouais, c'est bah bon. tu vois, ça m'a pas embarqué ouais. non plus quoi. Ouais, je comprends. Et donc je me suis retrouvé un peu à être genre ok, bah je vais regarder la suite pour regarder, et puis derrière je sais pas, il y avait un vrai truc de il y a un méchant qui est introduit et qui est méchant pour être méchant, et du coup il y a de la bagarre et c'est de la grosse bagarre, il se passe des trucs, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et j'ai eu l'impression que ça avait un peu le cul entre 2 chaises du coup. Je sais pas, je vais peut-être leur laisser une chance, mais j'ai le sentiment à vous écouter que je suis passé à côté de ces enjeux-là, parce que je les ai pas ressentis vraiment de manière aussi prenante de mon côté. En fait, alors que j'avais. Je pense que c'est très fort parce que Superman c'est un. Parce que c'est c'est très un fort, ça fait personnage, partie de la pop culture, tout le monde a sa version voilà, de c'est ça, Superman dans sa tête. Exactement. Mais en fait, ça aurait pu. Alors un petit peu moins forcément parce qu'il n'y aurait pas eu l'attachement à l'icône Superman, mais ça aurait pu être une série qui n'a rien à voir avec Superman, où tu as une famille pas vraiment dysfonctionnelle mais presque, où le père a un secret ou des capacités, ou je sais pas, il a du pouvoir, ou j'en sais rien, d'une certaine manière politique ou autre, ça aurait pu être un truc comme ça, ou ça a de l'impact sur sa famille. Là ça fonctionne parce que voilà, ça permet aussi d'avoir des petits des pouvoirs et des scènes un peu spectaculaires, mais je veux dire, pour moi le cœur de cette série et ce qui la différencie de toutes les autres séries de super-héros, ou en tout cas tirées de comics même de ce style, c'est que voilà, c'est que ça va s'attacher à l'humain, à la vie de famille, aux relations sociales, aux relations amoureuses, aux relations de famille, à la parentalité comme le disait Théo. Et je trouve ça super intéressant de le mettre dans le prisme d'un personnage comme Superman, qui est censé être surpuissant, qui est censé être parfait en fait, et qui du coup se retrouve complètement il est faible en fait. Il est désemparé en fait. Ouais, il est complètement désemparé, c'est ça. Et du coup il doit. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Il se retrouve humain malgré lui. Parce que là, il se retrouve dans le rôle d'un parent, et t'as beau avoir des super pouvoirs, quand t'es parent, tu fais des choix que tu penses bons systématiquement et qui ne le sont pas forcément. Et ça, je trouve que c'est vachement bien mis en scène à travers justement le prisme de Superman, qui doit faire des choix en permanence, parce que entre sa vie de famille, entre sauver du monde, entre choisir qu'est-ce que je dois sauver, mon fils, ou aller taper le super méchant, ouais. Et bah tu te rends compte que Superman, il fait des mauvais choix. Il faut des mauvais choix avec ses enfants, il fait des mauvais choix dans ses stratégies de bataille, mais de toute façon, il fallait faire un choix. Et il n'y a aucun choix qui est bon vis-à-vis de tes enfants adolescents qui te détestent, ou il n'y a aucun choix qui est mauvais parce que tu fais avec ce que tu peux. Mais même eux, ils font des mauvais choix aussi en tant qu'ados, tu vois, parce qu'ils découvrent des trucs, ils testent et tout ça. Et puis il y a aussi le rapport Clark, c'est vrai qu'on parle assez peu de Lois, alors que c'est quand même un personnage intéressant, mais c'est vrai que je trouve que les problématiques découlent plus de son statut d'extraterrestre / super-héros. Il fait aussi vachement le parallèle avec ses parents à lui, qui sont plus là, et de qui il a tout appris, mais c'était une époque différente de maintenant, les ados c'était pas les mêmes, et puis tu vois, il y a énormément de calques, il y a énormément de strates de lecture, de niveau de lecture de cette série et d'intrigue. Je trouve ça vraiment riche, quoi. Les patronautes se demandent si c'est pas chiant parce qu'on parle que de famille, etc. Mais non, il y a de la grosse baston. Je trouve que c'est bien filmé, c'est dynamique, et ils font pas durer, c'est peut-être parce que je regardais en 1x2, mais ils font pas durer ad vitam aeternam les bastons outre mesure pour gagner du temps. Non, il y a des mecs qui se tapent dessus, et puis à un moment il y en a un qui prend l'ascendant, et puis basta, c'est terminé. Oui, et puis surtout, moi je répète que c'est assez rafraîchissant de pas avoir ce qu'ils appellent le Freak of the Week, c'est Superman, te voilà, il le bute et fin d'épisode, tu vois. C'est un truc sur la continuité, ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix-là. C'est un truc sur la continuité, c'est-à-dire que même quand il y a une scène d'action, c'est pas forcément la fin de l'intrigue, quoi. Donc c'est assez cool. À vous écouter, j'ai presque le sentiment du fait que j'ai pas regardé toutes les séries pas terribles de super-héros. J'ai pas pu trouver ça enthousiasmante parce que j'ai pas ce côté de d'un coup l'image est lumineuse et c'est pas le côté Freak of the Week. Non, je le compare pas forcément. Tu vois, moi j'aime beaucoup The Flash, même si je suis pas à jour, qui est très pulp et qui est très. Les intrigues elles volent vraiment pas très haut. Et ça va vite en même temps. Je les regarde en x4 et les intrigues elles volent pas très haut, et pourtant ça me plaît parce que voilà, c'est léger et tout. J'ai pas passé mon temps de visionnage de Superman et Lois à me dire
ah ouais, c'est quand même vachement plus profond que Flash. Pas du tout. Non, j'étais vraiment pas là-dessus. Je l'ai pris comme une série, surtout qu'il y a, à part si t'as regardé Supergirl et que t'as vu Superman dans Supergirl, tu fais pas de lien. Enfin, il y a pas de lien direct, en tout cas pas pour l'instant. Donc en fait, C'est sa cousine quand même, donc. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de lien. Il est là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lien, il est là. scénaristique ou d'intrigue dans Superman et Lois par rapport au Arrowverse, aux autres séries du Arrowverse. Donc en fait, c'est pas gênant et tu le compares pas, tu passes pas ton temps à comparer. Enfin, je pense que ça sert à rien d'essayer de comparer en fait. Non, c'est vrai, mais c'était pour mettre en exergue le fait qu'il voulait faire quelque chose de différent, peut-être, sur une vibe complètement. légèrement décalée par rapport au reste. Mais c'est une bonne idée d'ailleurs. Parce que bon, le Arrowverse, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, on a tout fait. Bon, maintenant qu'Adrien a un micro, je crois qu'il voudrait s'exprimer sur cette série qu'il a. Non, mais cela dit, Pas trop. j'ai pas vraiment entendu ce que vous avez dit. J'ai juste entendu que Théo avait pas accroché et que peut-être effectivement qu'il fallait qu'il voit les merdes du CW. Enfin, peut-être qu'on est biaisé parce que on a vu des mauvaises séries ou enfin bon moi après j'aime beaucoup le CWverse. J'aime beaucoup le côté lumineux de Supergirl. J'aime beaucoup l'humour de Legends of Tomorrow. J'adore les intrigues de Flash. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très bien foutu. Enfin bon bref, il y a quand même des très bonnes choses. Les crossovers sont très bien. Mais c'est vrai que là, je trouve que la série, elle arrive avec quelque chose qui, dans le ton, est assez différent. La prod, elle est clairement un cran au-dessus, voire 10 crans au-dessus. Moi, je passe un super moment. J'aime beaucoup en fait le fait qu'on ne focalise pas toute l'attention sur Superman. Parce qu'en fait les autres personnages ont vraiment quelque chose à faire. Les acteurs, je trouve qu'ils sont très bons. Moi au début j'avais un peu de mal avec l'acteur qui joue Superman, mais en fait je trouve qu'il est bien, il fait un bon Clark et il fait un bon Superman aussi quoi. Donc je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il a pas trop. Mais finalement physiquement il aurait pu être. En fait ça se voit qu'il a du plastique sous son costume, c'est un peu dommage. Ouais, mais ça. Non, mais ils auraient pu faire un Superman fin, tu vois. Mais là, ils ont voulu le pimper, alors qu'en fait, il n'y avait pas spécialement besoin. Le alors qu'il est pas. Ouais. Exactement. Ils auraient pu juste assumer ça se voit pas sur son visage. Assumer qu'il est juste un peu sec. Mais ils l'ont un peu, tu vois, les épaules, ça se voit. C'est Ouais, un peu comme Supergirl d'ailleurs. Ça me choque pas du tout. Mais Non, moi non et plus. je trouve que, oui, je sais pas si vous l'avez dit, mais moi je trouve que les gamins jouent super bien. Carrément. Théo, il a dit qu'il jouait mal, hein, donc tu peux l'engueuler. Ouais, non, mais bon, avec Théo, de toute façon, on s'entend très très mal, donc. Non, mais. Le gamin, autant le gamin pas content, ça va, autant le gamin pas quarterback, content. Ah si, je trouve qu'il joue bien. Le gamin pas content, tu parles de Frodo. Moi, j'aime bien le fait que. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des moments où je me suis dit que la série avait presque un ton Disney+, dans le sens où les conflits sont désamorcés très très vite. Et ça pourrait être un problème, mais je trouve qu'en fait ça fonctionne. C'est pas monté en épingle pour rien. La série, elle va, ça j'imagine que vous l'avez dit aussi, c'est ultra efficace. C'est-à-dire que dès le premier épisode, ça bombarde, tu t'en prends plein la gueule pendant 15 minutes, et c'est genre blablabla. Et Plein d'infos, moi je trouve ça ultra jouissif. Ouais, mais enfin, aussi des infos que tu connais, donc dans le fond, c'est pas très grave, tu vois. Mais je trouve que ça va au point. Et que du coup, on peut prendre ensuite le rythme se ralentit sur les épisodes 2, 3 et on focalise notre attention du coup sur des points qui sont nouveaux, mine de rien, dans le lore de Superman qu'on a l'habitude de voir. Et ça, je trouve ça vraiment canon, quoi. Enfin, et en plus, derrière, le fil rouge avec Superman est ultra intriguant pour le moment. Alors peut-être que dans 10 épisodes, on va revenir sur cet épisode et on va se détester parce qu'on se dira genre ah non, c'est en fait finalement c'était horrible après. Mais moi pour le moment, j'avoue que je suis plus que conquis, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne surprise et il faut regarder cette série. Si vous en avez qu'une à regarder du Arrowverse, c'est celle-ci, je pense. Elle est chouette. Après, je trouve très dommage qu'ils aient mis un col raglant, on appelle ça, un col raglant à Superman. Parce que moi, j'aime beaucoup le col évasé de Clark, enfin de Superman, dans lequel il enchâsse sa cape. Et là, il a une espèce de... C'est un détail, hein, mais je trouve que ça donne une autre prestance au personnage. C'est pour ça que moi, dans cette série, Superman, je m'en bats un peu les couilles, même s'il fait des trucs un peu cool avec des glaçons géants. Mais... pour moi c'est plutôt enfin ils pouvaient pas appeler Lois et Clark, j'imagine, parce que ça existait déjà, ou alors Clark et Lois, mais du coup moi je m'attache plus au personnage de Clark qu'au personnage de Superman.
Écoute, Benjamin, je crois que tu as mis le mot sur ce qui me dérangeait, c'est vraiment ce col raglant, je pense. Quelqu'un peut j'ai l'écrire, cru que c'était ça m'intéresse. Pas raglant comme ras du gland? Non, je sais pas comment ça s'écrit. C'est les trucs qui sont très ras du cou. Ah Attendez, oui, bah voilà, allez, je on voulais- passe en Pas rétidar, un gland super. comme les écureuils, ils mangent des glands. Attends, Superman et Lois, je regarde le col raglant de. C'est vrai, Bah oui, salut Craig. écureuil. Greg, si tu nous Mais en plus, ils sont écoutes. mentis. Craig, si tu nous écoutes. Regardez. Bon, pendant Non, que... mais je mets sur le Discord. Regardez, mais les Non, gens mais ne je le le voient pas. mettrai sur Mais Twitter. oui, mais d'accord, On on nous va a- être obligé on de nous a mettre en menti description sur le du col de podcast aussi, Superman. tu te rends compte. Je suis dégoûté. Ah, c'est Moi, raglant. j'aime bien. Ah oui, c'est raglant. Non, Tu vois, ça fait. C'est je caca, trouve que le ça ras du fait. cou. ça C'est fait- incroyable. Ah, non, c'est non, caca non, le non. ras du cou. Ça fait saillir une silhouette complètement Non, différente. nous on veut. Ça met en exergue les clavicules. Bienvenue dans Comics. Et déjà, mode en plus et de ça, travaux. excusez-moi, mais il n'a pas de slip. Et alors ça, moi je suis désolé, moi je suis team slip. Moi je suis Ah oui, team ça, slip alors, rouge. ça, c'est Bah, un ils l'ont autre remis débat. dans les comics, ils l'avaient enlevé pendant tout New 52, et ben ils l'ont remis après, mon pote. Parce qu'ils savent que le slip rouge c'est stylé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. Bah, peut-être que c'est une intrigue de la série, on verra. En tout cas, merci. Non, mais ça allait pas avec la ceinture qui descend sur les C'est bourses. possible. Ah voilà, c'est ça. Bon bah voilà, je pensais pas qu'on allait finir ce HLB sur Sur les rubrique bourses. mode. Sur les bourses de rillettes. Sur les bourses aussi, voilà, c'est sur le B-Word. En tout cas, merci pour merci pour ce hors les bulles. C'est cool, je trouve que c'est rafraîchissant et ça donne un peu d'espoir dans le paysage de séries d'ici. Bah, surtout qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose en super-héros, à part peut-être Vendavision qui est fini aussi et Winter Soldier qui commence, mais chez DC, il n'y a pas énormément de joyeuseté. On peut quand même dire que ça s'enchaîne quand même pas mal en ce moment. Chez La DC preuve, on n'a pas de mal à trouver de HLB, tu vois, donc non, Ouais, en je sais global. pas. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, merci. Regardez la série, apparemment. Sauf si vous êtes de la vie de Théo Bof. qui trouve ça pas terrible. Et de Ben qui s'en bat les couilles Lisez de Superman. Superman, identité secrète à la place et vous aurez un même feeling. Disait Sartre. Vous faites les Ouais. deux, faites les deux. Faites les En deux. tout cas, Faites les si deux, vous c'est- avez... Ils vont me couper la parole, ce n'est pas possible. C'est pas moi. Ils sont alors au fond de la classe. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce sur le Patreon de notre label, notre collectif de podcasts Vaisseau Hypersensas. On a les podcasts Whisperos, le Contrecast, le Défaussé, Kumité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys, Mister Anyone, Mon Carnet, le petit dernier, on en a parlé tout à l'heure, et 6388, animé par Théo et Zéphiriel. Et ça nous permet, par exemple, de renouveler le matériel, d'organiser des émissions dans différentes régions, surtout en ce moment, il faut vraiment changer ce texte, d'enregistrer des épisodes en vidéo, etc. Et je recite Théo, donnez-nous de l'argent, c'est bien, et ça nous va aide. payer Vous mon pouvez TGV. aussi, vous avez d'autres avantages, bien sûr, vous pouvez aussi écouter certaines émissions en live sur le Discord et du coup suivre un peu toutes les bêtises et la mauvaise foi qui s'y déversent, mais dans une bonne humeur et une bonne ambiance évidemment. Sachez aussi qu'il y a beaucoup de bonus qui sortent pour les patronautes. Je dirais facilement presque toutes les semaines, hein, si je ne m'abuse. Est-ce que quelqu'un a en tête le nombre de bonus qui a déjà été sorti? Je crois qu'on est dans les 50-60, quelque chose comme ça. Ouais, beaucoup. Ce genre d'avantage, vous savez aussi en avance quand est-ce qu'il y aura les enregistrements, ce qui va sortir, etc. D'ailleurs, je voudrais remercier certains patronautes, Johanny, Akbar, Alak, Damien, David, Gwenolé, Lionel et Fanny, Matt Sakonaka, Perchak, Rekma et Vincent, bien sûr tous les autres, mais voilà, quand vous dépassez un certain palier, vous avez l'honneur évidemment et le prestige d'être diffusé et d'être nommé dans l'émission Comics Outcast et certaines autres. Merci à tous. C'était vraiment C'était super. bien, oui. Moi, je me suis C'était bien hyper amusé. agréable. C'était bien, voilà. C'était top. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, laissez 5 étoiles sur iTunes, laissez-nous des commentaires sympas, venez sur le Discord, on s'amuse. Je vous dis que c'était un an du Discord, Ouais, non je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois. Ouais, je crois. Joyeux Ouais. Non. anniversaire. Et mais j'ai oublié de vous demander où est-ce qu'on vous retrouvait. Oh alors, Ben, où est-ce qu'on te retrouve en ce moment? Vous pouvez me retrouver, écoutez, au nord d'Alfortville, j'ai déménagé. Voilà, si vous trouvez mon adresse, Très bien. bienvenue chez moi. Tu Vous peux donner pouvez le me code retrouver. De quoi? Le code porte. Ah bah non, je donne pas. Non, j'ai un Ah ouais. interphone, vous pouvez sonner à Ben Renaud. Vous pouvez me retrouver dans Comics Outcast de temps en temps, vous pouvez me retrouver dans Kumité. Écoutez, on est entre deux épisodes là, donc on a le dernier a été diffusé, le prochain n'est pas enregistré.
Vous pouvez me retrouver dans les Toys, que possiblement on enregistre dimanche, mais apparemment on a un confinement qui nous pend au cul, donc qui nous pend au cul, ouais. Je viens d'inventer, c'est pas il nous pend au nez, c'est il nous pend au cul. Du coup, pend au cul. Donc possiblement on va pas l'enregistrer, je ne sais pas, je vous dirai ça, mais sinon il sortira prochainement. J'ai été parler de comité chez Canal+, donc ça sortira samedi là. Enfin j'ai pas parlé de si j'ai parlé de comité, mais j'ai parlé de Vandame chez comité. Donc la légende, c'était cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, benrenault.com. Je fais tout type de design et de graphisme. Et puis je fais mon autopromo si vous voulez vous essayer à des jeux d'enquête à la maison. En cette période de confinement ou de couvre-feu, c'est louable. Je vous invite à aller sur sousscellé.fr, jeux d'enquête par courrier. Voilà. Exactement. Et ça défonce. Bah, bien, j'aurais peut-être dû te demander où est-ce qu'on te retrouvait pas en fait, parce que c'est passionnant cette liste. Eh bien, dans ton lit. Je ne suis pas dans ton lit malheureusement. Voilà. Tu es dans mon cœur. Et j'en suis très déçu. Théo, est-ce que on te retrouve dans mon lit ou autre part peut-être? Moi, on me retrouve dans tous les lits de tout le monde en tout temps. C'est une spécialité. Non, le mieux, on peut me retrouver sur les internets où j'officie généralement sous le nom de Théo_Sacha, parce que j'aime beaucoup Pokémon. Depuis quelques temps, j'officie également sur Twitch en direct tous les mardis et les jeudis matins de 9 à 11h et tous les dimanches soirs à 21h pour papoter de mon métier d'auteur de jeux et de game design, de taille de barbe et de recettes végétariennes. C'est vrai. Et de pole dance depuis pas longtemps, donc n'hésitez pas à passer. Et puis autrement, sur de l'autopromo, n'hésitez pas à jouer à tout type de jeu de société parce que je serais ravi, quel que soit, même si c'est pas moi l'auteur. Amusez-vous et sous scellé, je confirme que c'est vraiment très chouette, donc foncez, n'hésitez pas. Tu peux dire des trucs, hein, Théo, si t'as envie, tu peux. Oui. Tu peux dire que jouer aux autres jeux, mais acheter les tiens, quoi. Tu vois, c'est un peu. Ouais, mais bon, peut-être que tu peux dire que tu vas participer, que tu es en train de participer à Sous-Scellé. On peut dire ça, On peut dire ça. C'est la première annonce un peu officielle, mais effectivement, on a commencé à lancer un chantier. On a bien avancé sur ce chantier d'ailleurs. C'est vrai. Cette semaine, c'est une des raisons de mon manque de sommeil. Merci Ben. De cette semaine, mais on a commencé à travailler effectivement sur Sous-Scellé ensemble pour continuer ces crossovers. Mais ça n'est pas. Ça n'est pas la première personne de VHS qui... Bon bref, je ne vais pas spoiler. Voilà. C'est cryptique, j'en veux plus. Très bien. Et toi, Riette, alors, où est-ce qu'on peut te moi, on peut me retrouver tous les vendredis après-midi à la médiathèque de Marc-en-Barœul. Venez nombreux pour voir mon fils ouvrir tous les livres et hurler. C'est génial. Sinon, on peut me retrouver sur les internets, notamment Twitter, avec le pseudo @RIYET. Et oui, c'est compliqué à écrire, mais c'est facile à dire, Riette. Sinon, pour mon émission, Mon Carnet, où je vous raconte des histoires, et son compte Twitter, @moncarnet, tout attaché, _VHS. Voilà, c'est là où vous pouvez me retrouver. Et bien sûr, sur le Discord. N'hésitez pas à aller dans ma section Mon Carnet. Si vous avez écouté un épisode, je serais ravi de discuter avec vous de création et de toutes choses. Parfait. Et toi, Adrien, tu faisais quoi ce soir déjà Moi, c'était le bordel là, parce que je suivais les Pégases et mon émission Jour de Play sur Twitch, coproduite par Arte. Et diffusé par Arte. Voilà, donc c'était un peu le bordel. Désolé de ne pas avoir pu être plus là. Mais tu étais là, t'as assuré sur tous les tableaux. On a senti ta présence. Et GG, mec. Toi. Vous avez senti mon GG de ouf, parce que tu... Bravo, ouais. Tu as gagné des prix au Pégase, j'ai bien compris. Oui, on a gagné le meilleur jeu mobile français, bien entendu, avec Ordessa, une coproduction... Arte, Ciné TV Expérience, un film interactif pour mobile et tablette, iOS et Android. C'est un ovni d'objets et du coup c'est cool que quand même une industrie du jeu vidéo qu'on connaît parfois un petit peu fermée sur ce que doit être un jeu vidéo, récompensée à une tentative formelle, expérimentale quasiment. Qui propose quelque chose de différent, donc ma foi on est bien content. Ma foi, on est bien content. Bravo. Super, GG encore. Merci. Et puis voilà, c'est fini. C'est déjà fini. Au revoir tout le monde. On a fait moins de 2 heures. Voilà, je crois. 1 minute 53, 4, 5.
On peut faire durer encore 6 minutes et on y sera. Presque. Voilà, après, maintenant, c'est Adrien qui décide, quoi. Ah, tu vois, la musique Ah bon, monte. je crois qu'on doit s'en aller. Salut tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ou alors, faut crier, quoi. La musique des comics en À la prochaine, bisous à tout le monde. Salut. Elle garde le pipi.